Donc bienvenue, hein. Ça avance vite. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. On va aborder des notions importantes aujourd'hui. On va être principalement dans l'IS, d'accord? Et l'IS, c'est vraiment, comme vous le savez et qu'on a dû vous l'expliquer à plusieurs reprises, c'est vraiment le cœur de la fiscalité et c'est le cœur aussi des situations traditionnellement qu'on va retrouver dans les exercices, d'accord? Donc c'est lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques, on retrouve beaucoup de cas pratiques sur les sociétés soumises à l'IS aux examens en droit fiscal, que ce soit dans le DCG ou dans le DSCG ou même dans d'autres filières. C'est vraiment le cœur de la matière. D'accord? Donc, comme on a fait la semaine dernière, bah, cette semaine, on va essayer de faire aussi un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aborder les différentes notions importantes de la matière donc dans un live de 2 heures, bien entendu, on ne pourra pas tout traiter, on va essayer de voir les points essentiels. Mais on va essayer, dans la mesure du possible, d'aborder les points principaux. Alors j'avais déjà anticipé un petit peu certains de ces points dans le cadre de l'impôt sur le revenu, d'accord? C'est-à-dire que j'avais déjà anticipé certains éléments et je les avais suffisamment développés pour que, en les traitant dans l'IS, ça soit plus rapide, d'accord? On verra qu'il y a des situations dans lesquelles bah, le traitement à l'IS ou à l'IR ne change pas, d'accord? Donc ça, déjà, ça vous facilite les révisions et ça vous facilite la compréhension. Ensuite, euh, on va travailler en deux temps, hein, d'accord? Traditionnellement, on va commencer par un petit quiz, d'accord, avec des petites questions. Et ensuite, on va aborder un gros cas de révision sur l'IS, d'accord, de façon vraiment globale. Et dans ce cas, j'ai précisé, j'essaie d'apporter des éléments, on va dire, traditionnels, qu'on retrouve assez traditionnellement dans les cas pratiques et sur lesquels vraiment vous devez, lesquels vous devez maîtriser, on va dire, de manière quasi incontournable, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, le plus régulièrement, d'accord? Donc il est important aussi dans vos révisions, et ça souvent ce sont les cas pratiques qui vous aident à le comprendre, il est important aussi en fait de pouvoir identifier ce qui va être on va dire, primordial, ce qui va être incontournable, de ce qu'il est un peu moins. Alors, bien entendu, hein, vous pouvez tomber sur tout le jour J, mais quand on regarde un petit peu les tendances, les pronostics, on voit qu'il y a des thématiques qui vont revenir plus souvent, d'accord, qui sont des thématiques plus traditionnelles, pour lesquelles il est plus facile de faire un cas pratique, d'accord? Par exemple, le régime Nexus, par exemple, pour les brevets, bah, il est plus difficile de faire un cas pratique dessus parce que les modalités de son application sont assez complexes. Et surtout parce que ça va nécessiter, par exemple, pour les étudiants, de prendre beaucoup de temps pour le traitement, alors qu'en fait, on a envie de les questionner sur plein de situations possibles. Donc, du coup, avoir un cas pratique comme ça limite le nombre d'autres questions qu'on pourrait poser. Donc, bien entendu, je ne dis pas que c'est une thématique qu'il ne faudrait pas apprendre. Je dis simplement que, idéalement, si jamais on vous donne une thématique comme ça, on n'ira pas jusqu'à vous demander l'intégralité du traitement fiscal. Donc, on vous demandera peut-être des questions théoriques dessus, etc. D'accord? Donc, ici, dans le cas que je vais vous proposer en deuxième partie de ce live, on va du coup aborder les thématiques globales les plus récurrentes en la matière. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas déjà dans, euh, dans la formation, hein, vraiment, c'est l'occasion de le faire. Là, dans le cadre des modules que nous voyons aujourd'hui, on voit déjà l'essentiel de ce qui est, de ce qu'il faut voir. Et bien entendu, ce sont des choses qu'il faut approfondir. Et dans le cadre de la formation, vous allez les approfondir. Chaque cours est suffisamment détaillé, suffisamment explicité avec des cas pratiques à l'appui pour que ce soit vraiment intéressant pour vous et que vous puissiez l'envisager et les traiter sereinement. D'accord? Donc, commençons par le premier point qu'on va aborder. Donc, je vous ai dit un quiz déjà sur le champ d'application de l'IS et ensuite, deuxièmement, on fera un cas pratique de révision sur l'impôt de manière générale avec détermination de résultat fiscal et imposition. Et comme on l'a fait lors du live précédent, bah là, on va faire la même chose. On va essayer de structurer notre raisonnement en pensant à chaque fois à la méthodologie du syllogisme. Et donc, à chaque réponse, je veux que vous fassiez cet effort-là. Je veux pas simplement la réponse, d'accord? La réponse, c'est même pas un quart des points. Je veux l'intégralité du raisonnement, c'est-à-dire le principe juridique. Je veux ensuite la démonstration juridique, donc l'explication. Et enfin, je veux la réponse.
D'accord? Donc essayez, vraiment dans la mesure du possible, de vous forcer à faire ce travail-là systématiquement pour que ça devienne vraiment, vraiment une habitude et que le jour J, bah, vous fassiez cela vraiment comme on respire. OK? Donc, premier point, on va aborder cette fois-ci un quiz, comme on avait fait déjà, sur des notions en lien avec le champ d'application de l'IS. Ça va nous permettre du coup de réviser en même temps certaines notions importantes de la matière. Donc, première question, donc c'est une question assez large. Quels sont les avantages et les inconvénients pour une société soumise de plein droit à l'IS d'opter pour l'IR? Et inversement. Donc, on va commencer déjà par la première partie de la question. Quel est l'avantage, enfin, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients pour une société IS d'opter pour l'IR? Alors, je vous pose une question assez large, bien entendu. Il y a plein d'avantages et d'inconvénients. On va simplement essayer de voir où vous en êtes par rapport aux principaux avantages et aux principaux inconvénients. Alors, je vous écoute. Qui veut prendre la parole? Voilà. Alors, vous pouvez prendre le micro hein, si vous souhaitez. Vous pouvez activer. Alors, il y a Grace qui a. Il faut faire en principe et en l'espèce. Alors là, c'est une question théorique. Très Donc, bien. il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. D'accord? Vous pouvez simplement présenter les avantages et les inconvénients. Ok. Alors, commençons par les avantages. Pourquoi est-ce qu'une société soumise à l'IS choisirait d'opter pour l'IR? On a vu pour les sociétés, par exemple, de personnes, si elles sont déficitaires, ça permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, si les sociétés de personnes sont Pas les déficitaires, sociétés immobilières, les SCI, pardon. alors là, si elle est déficitaire, ça te permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, les SCI ne sont pas elles-mêmes imposées déjà. C'est l'associé qui va récupérer le déficit. C'est ça. Vu que c'est Voilà. entre les mains de l'associé, ça permet de D'accord? réduire son impôt à la fin. Voilà, ça permet de réduire son imposition. Donc faites bien attention aux mots que vous employez. Vous dites, ça permet de réduire son imposition. Au début, vous avez parlé, ça donne une réduction d'impôt. Donc faites bien attention parce que le terme de réduction d'impôt, c'est un terme fermé. D'accord? Ici, il ne s'agira pas d'une réduction d'impôt en tant que telle, il s'agira d'un déficit qu'on va déduire en tant que charge. OK, donc ça, c'est un premier avantage quand on est à l'IS et qu'on opte pour l'IR, ça permet, si jamais on a un déficit, que ce déficit aille aux associés et que les associés le déduisent de leurs revenus, de leurs revenus imposables et donc d'être moins taxés. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment important que vous compreniez l'intérêt de cette question parce qu'en réalité, dans une consultation, par exemple, dans un cas pratique, on pourrait vous poser une même question et vous demander qu'est-ce que vous en pensez au regard de l'IS, qu'est-ce que vous en pensez au regard de l'IR. Et vous devez donc comprendre chaque fois cette combinaison entre ces deux systèmes. De plus, l'administration fiscale permet certains étalements qui ne permet pas forcément à l'IS, par exemple pour les plus-values. D'accord, oui. Alors en soi, c'est simplement, on va dire, une opération. Donc une opération seule ne va pas déclencher le choix pour une personne d'opter pour l'IR ou d'opter pour l'IS, sauf si c'est vraiment, on va dire, la seule opération fondamentale de son entreprise. Dans ce cas, on pourrait le concevoir. Mais pourquoi pas? En tout cas, ça reste un avantage. Par exemple, le fait de pouvoir faire un étalement d'une imposition, un étalement d'une plus-value à court terme, par exemple, sur 3 ans, d'article 39 quater des sièges. Oui, ça, c'est applicable que dans l'IR. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport au taux d'imposition? Le barème progressif, non? Alors, développé, En IS, le taux est Le fixe, 25%, taux alors de- qu'en IR, il va dépendre de ce que la personne a perçu. voilà, exactement. Donc, la question de la progressivité de l'impôt, c'est une question importante. C'est-à-dire que le taux de l'IS est fixe, il est à 15% pour les PME et la fraction supérieure à 42 500 et à 25%, d'accord? Donc, ça veut dire qu'au max, vous allez être imposé à hauteur de 25%. Après, il y a des petites contributions additionnelles, enfin, je dis petites, elles ne sont pas vraiment petites, mais en tout cas, il y a des contributions additionnelles qui s'appliquent, alors que pour l'IR, bah, vous avez
une tranche marginale d'imposition à 45%. Donc ça veut dire que si vous avez des revenus qui vont augmenter euh, substantiellement chaque année et que vous le savez, par exemple vous avez un projet, etc., bah, il n'est peut-être pas intéressant de rester à l'IR. Il est peut-être pas intéressant quand on est à l'IS d'opter pour l'IR parce que vous savez que bah, les associés ils vont être imposés à un taux très élevé. D'accord? Donc ça c'est un point important. Euh, donc du coup, parallèlement à cela, vous avez euh, la question de l'imposition. Donc on va regarder la première partie de la réponse, d'accord? Bon, on a déjà répondu hein, en partie, de toute façon, euh, à la question. Alors, faudrait juste pas que je me trompe de... Ouais, c'est là. Donc, la LME de 2008 a prévu la possibilité pour certaines sociétés, comme les SA, les SAS, les SARL, la possibilité du coup d'opter pour le régime de l'IR, de l'article 8. Donc, dans ce cas, ce qui va changer, c'est que chaque associé va payer l'impôt sur le revenu sur la part du résultat fiscal, donc du bénéfice fiscal qu'il va recevoir, qu'il y ait ou pas distribution de bénéfices. Donc la réalisation d'un résultat fiscal, c'est ça qui va conditionner l'imposition entre les mains des associés. D'accord? Peu importe que le résultat, le bénéfice soit distribué ou pas, il sera imposé quand même. Donc, l'intérêt, l'avantage de cette option, c'est notamment le fait que les associés ou les actionnaires vont pouvoir imputer le déficit, les pertes de la société, sur leur propre revenu catégoriel. D'accord? Salaire, RCM, revenu foncier. OK? Donc ça, ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un avantage important. Mais ça suppose que la situation de la société nous amène vers une situation déficitaire. Donc, si vous savez que à long terme, vous allez faire beaucoup de bénéfices, c'est peut-être pas le moyen le plus avantageux. Donc, les avantages de l'option pour l'IR dans le cas d'une société soumise à l'IS, c'est déjà la question de la progressivité de l'IR, qui passe de 0% à 45%. Cette situation est avantageuse si les associés ont ce qu'on appelle un taux marginal d'imposition, une TMI, euh, faible et des bénéfices qui ne sont pas très élevés. D'accord? Dans ce cas, il peut être intéressant de faire cela. Si on a une TMI de 0%, 11%, 30%, jusque-là, ça peut être intéressant de rester dans le cas pardon, de rester à l'IR. Mais si on dépasse les 30%, dans ce cas, en tenant compte des contributions additionnelles, il vaut mieux rester à l'IS. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, deuxième point, et ça, c'est un point important, c'est la question de la double imposition. Quand on est dans l'IS, d'accord, le bénéfice est déterminé une première fois, il est imposé au niveau de la société, et ensuite, quand le bénéfice est distribué, il est imposé à nouveau en tant que dividende. Dividende. D'accord? Donc, il y a une double imposition économique du même revenu. Et ça, c'est un point fondamental. C'est vraiment, et quand je vous dis c'est fondamental dans le sens où il y a plein de personnes qui ont des sociétés, des SARL soumises à l'IS, euh, qui vont hésiter à faire sortir le dividende parce qu'ils savent qu'ils vont être imposés doublement. D'accord? Je vous donne une anecdote pour vous illustrer. Il s'agit d'une personne que je connais qui a une SARL, qui a fait pas mal de bénéfices dans sa dans sa SRL, mais qui s'est versé aucun dividende parce que du fait de la double imposition que je lui avais expliqué, je lui ai dit, bah voilà, euh, avec tes salaires plus ton dividende que tu veux débloquer, bah, tu vas être imposé à temps en TMI. D'accord? Donc il va se retrouver à 41% en moyenne. J'ai dit donc, c'est pas forcément intéressant. Donc dans ce cas, on met en réserve le dividende, d'accord? Et en sachant que la fiscalité des dividendes varie, d'accord? La fiscalité des dividendes varie, il y a des années où ça monte, il y a des années où ça descend. Là, c'est un peu fixe depuis 5 6 ans, c'est assez fixe. Donc, mais c'est un taux qui est globalement de 30%, donc qui est en TNI moyen. Et donc, du coup, un des moyens, par exemple, bah, ce sera la possibilité, du coup, de garder le dividende en réserve et d'attendre une fiscalité un jour meilleure, une fiscalité moins forte, pour la faire sortir et qu'elle soit imposée. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes à l'IR. Quand vous êtes à l'IR, bah, le bénéfice, il est dégagé, c'est fini. Il est considéré comme distribué. Donc, vous ne pouvez pas le mettre en réserve. Même si vous décidez de le mettre en réserve en tant que tel, il sera quand même imposé. Donc, au final, ça ne changera rien. D'accord?
Et c'est en cela que ça peut être intéressant. Et du coup, mon conseil à cette personne, ça a été de lui dire, si jamais il y a une année ou une période où tu fais une reconversion professionnelle où tu n'as pas de revenus de salaire, là, ça sera l'année où ta catégorie traitement salaire sera à zéro, et du coup, tu pourras déclencher le versement de ton dividende sans que cela impacte pour le coup ton imposition fortement. D'accord? Donc on voit bien que la question de la double imposition, IS d'un côté dans la société, puis RCM dans le cadre des dividendes pour l'associé, est une question importante. D'accord? Donc la question de la double imposition, il faut toujours y penser. Parce qu'elle ne se pose pas pour les sociétés de personnes, mais elle se pose systématiquement pour les sociétés de capitaux soumises à l'IS. Et c'est d'ailleurs l'objet de beaucoup de contentieux, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'en fait, lorsqu'on regarde l'imposition, et le principe c'est qu'une imposition ne doit pas être confiscatoire, c'est-à-dire qu'en gros, l'imposition ne doit jamais dépasser un plafond qu'on appelle un plafond de 50%. Globalement, ce que vous payez en impôts ne doit pas dépasser 50% de ce que vous gagnez. Mais lorsqu'on cumule plein de petites choses, des fois on se rend compte que l'impôt, oui, est confiscatoire. Et du fait de ces doubles formes d'imposition économique, il y a eu beaucoup de contentieux qui sont allés jusque devant le Conseil constitutionnel, et parfois le Conseil constitutionnel a dit non, cette accumulation de formes d'impôts, de formes de taxation, bah, équivaut à une privation, d'accord, du droit de propriété. Donc il est important de vraiment avoir conscience de cela. Donc, en face de ça, on a les inconvénients de l'option pour l'IR, d'accord? Donc, si une société soumise à l'IS bah, décide d'opter pour l'IR, bah, des fois, il y a des inconvénients. Donc, l'inconvénient, bah, du coup, c'est l'inverse que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si les bénéfices sont très élevés, le risque, c'est que la TMI, bah, les bénéfices soient, les bénéfices soient transférés aux associés une fois l'option faite. Et du coup, si la TMI va se retrouver à une TMI de 41 ou 45%, ce qui est beaucoup plus lourd, que l'IS qui est à 25%. D'accord? Ou à 42 500 si la société est une PME. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il n'y a pas de report de déficit au niveau de la société. Quand on est à l'IR, la société ne garde pas son déficit. Elle est obligée de le transmettre aux associés de la même manière qu'elle lui transmet les bénéfices. Alors que si on est à l'IS, la société garde son déficit et elle le reporte en avant ou en arrière. D'accord? Et donc, ça, c'est un point important. Donc, il n'y a pas de report de déficit au niveau de la société, ni d'amortissement déductible sur les immeubles et les impositions des associés sur leur code-part sans neutralisation des pertes. Donc, maintenant, on va aller dans l'autre sens. Bon, on va un peu se répéter, mais c'est pour être complet que je vous présente tout ça. OK? Maintenant, les avantages pour une société soumise à l'IR d'opter pour l'IS. On reprend le même principe, c'est la TMI. D'accord? Si la TMI des associés IR est très élevée, elle est à 45%, il est peut-être plus intéressant d'opter pour l'IS, qui reste à un taux de 25%, plus les éventuelles contributions additionnelles. Ensuite, deuxièmement, il y a la possibilité de garder le déficit dans la société. D'accord? Quand on a l'IS, on le garde dans la société afin de l'imputer sur le résultat fiscal futur. Si jamais on anticipe des gros bénéfices dans le futur, on sait qu'on a un déficit qu'on pourra garder et le reporter en avant. Et ainsi réduire l'assiette taxable des années futures. Ensuite, et ça c'est un point important, il y a la possibilité de déduire certaines opérations spécifiques, comme la rémunération de dirigeants associés. D'accord? À l'IR, la rémunération du dirigeant, s'il est associé, n'est pas déductible. À l'IS, c'est déductible. On a également la possibilité de mettre en réserve le bénéfice et de le distribuer lorsque la fiscalité est avantageuse pour les associés. Donc ça, c'est un point fondamental. Si vous avez une société et vous en aurez, d'accord, demain, un dirigeant qui vient vous voir et vous dit, bah, j'ai fait beaucoup de bénéfices, comment je le fais, comment je le traite? D'accord? Vous devez vous poser cette question fondamentale de, on le met en réserve ou on le distribue? Et ça va dépendre, bien entendu, des projets, des investissements à faire éventuellement, mais ça va dépendre aussi énormément de la fiscalité. D'accord? Donc, les inconvénients maintenant de l'option pour l'IS pour une société soumise à l'IR, c'est cette double imposition économique que je vous ai précisée. Mais il y a également un point important, c'est l'irrévocabilité de l'option après 5 ans. D'accord? N'oubliez pas qu'il existe deux articles pour, pour une société IS d'opter pour l'IR. C'est l'article 239 bis AA et l'article 239 bis AB. D'accord? Le premier porte sur les jeunes sociétés
les jeunes sociétés qui viennent d'être créées, d'accord? Et le deuxième porte sur les SARL de famille. Et donc, dans le cadre des jeunes sociétés qui viennent d'être créées, l'option, d'accord, euh, est une option en réalité qui est valable pendant 5 ans. Et au-delà, on rebascule dans le régime d'origine. Donc, du coup, si on ne change pas, l'option devient irrévocable. Donc ça, c'est important. D'accord? Et la deuxième condition, c'est qu'il y a une comptabilité qui est quand même plus lourde avec des experts comptables, bien entendu, qu'il faut payer pour faire cette comptabilité. D'accord? Ensuite, deuxième question maintenant. Cette fois-ci, on change de volet. On va sur la question de la territorialité du champ d'application de l'IS. Nous avons une SA, d'accord, société soumise à l'IS, dont le siège social est en France. Cette société possède une succursale en Italie et le bénéfice qui est réalisé en Italie échappe à l'impôt français. Oui ou non? Peut faire en principe et en l'espèce ou non? Oui, allez-y. En principe, le bénéfice réalisé par une succursale est imposé en France car ce n'est pas une activité autonome. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de la succursale? Qu'est-ce qu'une succursale? La succursale est un étendement de l'établissement mère. D'accord. Alors, il faut être plus précis que ça. Avec des termes juridiques, j'ai pas, mais avec des mots courants, je peux. Allez-y. L'essentiel, c'est que ce soit compris. Ce sont des locaux qui peuvent être utilisés pour transiter de la marchandise D'accord. Et du coup, la succursale, c'est un établissement qui est considéré comme autonome ou non autonome? non autonomes. Alors, quelles sont les situations pour une succursale puisse être imposée, les bénéfices d'une succursale puissent être imposés dans l'état d'établissement de la succursale? Il faut un cycle de vie complet, Un cycle de vie, de production, cycle commercial voilà, un cycle commercial, complet, ok. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il y en a trois. que la vente Trois. soit réalisée par un intermédiaire ou un courtier ou un agent, je crois. Alors oui, mais il vous manque un élément dans la définition. J'ai oublié, désolé. Ça, eh ben, cet élément-là, c'est celui que vous avez oublié, c'est le plus important. Donc, c'est celui qu'il faut retenir le plus. En fait, l'idée, pour que les bénéfices d'une succursale soient imposés, non pas en France au niveau du siège, mais au niveau du pays où la succursale est installée, c'est qu'en fait, il faut montrer que cette succursale a tous les aspects de l'indépendance. D'accord? Retenez un seul mot, ça va vous aider à comprendre. C'est indépendance. C'est-à-dire qu'elle a tous les aspects de l'indépendance pour se démarquer, pour se détacher de sa mère, enfin du siège qui est en France. D'accord? Et donc, on a dit que le premier critère, c'est elle a un cycle commercial complet. C'est-à-dire qu'en gros, elle gère l'ensemble de ses services industriels, artisanaux, etc., cohérents dans son pays d'installation. D'accord? Donc le deuxième, vous avez dit, il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, il doit être dépendant du coup du siège ou indépendant du siège. Indépendant du siège. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que cet intermédiaire ne doit pas recevoir de directives, il ne doit pas être salarié par le siège. D'accord? Ça, c'est le deuxième critère. Quel est le troisième critère? J'ai oublié. C'est le caractère autonome de l'établissement. Donc vous voyez bien que le caractère autonome renvoie à une notion d'indépendance. L'agent dépendant renvoie à une notion d'indépendance. D'accord? Et également, alors attendez, je me trompe toujours sur. Voilà. Donc, la question, pour qu'elle soit vraie, en tout cas, il faut que la succursale soit considérée comme un véritable établissement stable. D'accord? Donc, lorsqu'on applique le principe de territorialité de l'IS, le bénéfice qui est ça, réalisé par cet établissement-là, si elle est bien un établissement stable, sera alors imposé en Italie. D'accord? Mais du coup, pour pouvoir appliquer cela, il faut que les conditions suivantes soient respectées. Donc, par principe, les bénéfices qui résultent
d'opérations réalisées à l'étranger ne sont donc pas imposables en France lorsqu'on arrive à établir clairement que ces bénéfices-là à l'étranger sont effectués dans le cadre, premièrement, d'un établissement autonome. D'accord? Autonome, ça veut dire qu'il a une installation permanente. Permanente, ça veut dire que ce n'est pas un stand ou une foire, d'accord, ponctuelle. Non, c'est permanent. D'accord? Et que cette installation permanente dispose de son personnel propre, de ses salariés propres. Ce ne sont pas des salariés qui sont mandatés par le siège, ce sont des salariés propres que la succursale décide d'embaucher. Il faut qu'elle ait également ses services propres ou alors qu'elle ait un véritable centre de décision et que les décisions ne viennent pas du siège. D'accord? Donc en gros, tout ça, ça renvoie à quoi? Une notion d'indépendance. OK? Ça, c'est la première situation où, si cette condition est remplie, bah, on a un établissement autonome et du coup, les bénéfices de cet établissement autonome sont imposés dans l'État où l'établissement autonome est situé. On peut avoir aussi une deuxième situation avec un représentant de l'entreprise. D'accord? Mais cette fois-ci, le représentant de l'entreprise n'a pas une personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise qui l'emploie. D'accord? Et enfin, le cycle commercial complet, comme a dit votre camarade. D'accord? Si on arrive à établir à l'étranger qu'il y a un véritable cycle commercial complet, alors l'imposition se fera dans ce pays-là. Quand on dit cycle commercial complet, il s'agit de plusieurs opérations. Ça peut être des opérations commerciales, ça peut être des opérations artisanales, ça peut être des opérations industrielles, mais le critère fondamental, c'est la cohérence entre ces différentes opérations. D'accord? La loi insiste beaucoup sur cette question de cohérence. C'est-à-dire que vous pouvez faire plein de petites opérations, mais si elles n'ont pas de lien les unes avec les autres, les juges sont réticents à considérer qu'il s'agit d'un cycle commercial complet. En gros, un cycle commercial complet, c'est passer par exemple d'un produit qui est issu de l'agriculture, qui est ensuite industrialisé, transformé, puis vendu. Vous voyez, il y a un cycle complet qui est fait. Ou alors un produit acheté qui est reconditionné différemment et puis qui est revendu. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une continuité entre les différentes étapes de production et de mise en valeur du bien. D'accord? Donc ces trois éléments-là, il faut que vous les appreniez par cœur quand il s'agit de territorialité de l'IS. La question, on va dire, traditionnelle qu'on pourra vous poser, c'est en gros déterminer voilà, si les bénéfices de la succursale sont imposés en France ou ailleurs, ou dans le lieu d'établissement de la succursale. Ça, c'est, vous voyez, une question assez classique. OK? Et pour ça, il faut apprendre ces critères-là, ces trois critères-là. Il faut vraiment les connaître par cœur. OK? Alors, on continue. Une SARL de famille peut bénéficier du taux réduit de l'IS. Je vous écoute. En principe, la législation ne prévoit pas un taux réduit d'IS pour les SARL de famille Alors, pourquoi? parce qu'elles peuvent opter pour l'IR, mais il n'y a pas de taux spécifique pour eux, non? Si? Alors, vous avez commencé par répondre directement en allant sur le terrain du taux spécifique pour la SARL de famille, sans vous poser d'abord la question de la SARL de famille, qu'est-ce que c'est? La SARL de famille, c'est une société instituée par deux personnes ayant un lien de parenté direct, donc parents, grands-parents ou enfants, et ou partenaires de Pacs ou encore les conjoints Marié, d'accord? OK. Donc, quand on a une SARL comme ça, cette SARL, en principe, elle est soumise à quel impôt? à l'IR. Pourquoi l'IR? C'est une SARL. Mais elle peut opter pour l'IR. Donc, si elle peut opter pour l'IR, ça veut dire que son régime d'origine, c'est quoi? De plein droit, c'est l'IS, oui. Ben voilà. Et bien ça, c'est le point. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce que c'est l'élément sur lequel bah, il y a le plus d'erreurs en matière de SARL de famille. Faites attention. Très souvent, on vous pose des questions par rapport au SRL de famille. Et oui, la plupart du temps, on veut vous amener vers l'option pour l'IR. Mais n'oubliez pas, c'est pas parce qu'une société est considérée comme une SRL de famille qu'elle est forcément à l'IR. Ça veut simplement dire que elle a la possibilité d'opter pour l'IR dès lors qu'elle a rempli toutes ces conditions, c'est-à-dire qu'elle a une activité commerciale, qu'elle est composée exclusivement, c'est-à-dire à 100% par les associés d'une même famille, d'accord, comme vous avez dit, les parents, les grands-parents, les enfants, etc., et les conjoints ou les pacsés, d'accord, et que si ce lien de famille est rompu, la SARL cesse d'être une SARL de famille et devient une SARL classique, d'accord. Mais dans tous les cas, cette SARL de famille,
elle relève d'abord du régime de l'IS, parce que c'est une SARL. Et on utilise le terme de famille simplement pour vous indiquer qu'elle remplit les conditions pour opter pour l'IR. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une SARL classique. D'accord? Donc il faut bien faire attention à cet élément-là. Et du coup, si, si son régime de droit commun, c'est l'IS, est-ce qu'elle peut bénéficier du taux réduit de l'IS? Et là, du coup, bah, ce que je vous demande, c'est me dire quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de l'IS. Il faut que son résultat soit inférieur à 42 500. Pardon, il faut parler plus fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, il faut que son résultat soit inférieur à 42 500. Non, 42 500, c'est le seuil pour l'application du taux réduit. D'accord. Le C'est chiffre d'affaires, il doit un être. élément qui compte, mais c'est pas ça la condition. Alors, Mélanie a commencé à répondre à la question. Mélanie nous dit le capital est détenu à 75% par des personnes physiques. Ça, c'est la première condition. D'accord? Donc, le capital social doit être détenu à 75% par des personnes physiques ou alors par des PME qui remplissent cette même condition. C'est-à-dire qu'ils sont elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques. Ensuite, nous avons le capital social doit être libéré. Très bien, ça, c'est la deuxième condition. Et quelle est la dernière condition? Très bien. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 10 millions d'euros. On regarde la solution. Donc, je vous réponds, du coup, ça dépend par rapport à l'imposition. Si la SRL de famille a opté pour l'IR, du coup, forcément, elle est exclue du champ de l'IS. Donc, on ne se pose même plus la question de savoir si elle peut bénéficier du taux réduit. Et si jamais euh, elle n'a pas opté pour, pardon, là, je voulais mettre I, si elle n'a pas opté pour l'IR, changer, elle peut bénéficier du taux réduit de l'IS, à la condition que son capital soit détenu à 75% par des personnes physiques ou, enfin 75% au moins par des personnes physiques ou par des PME qui elles-mêmes remplissent la même condition. Il faut que son chiffre d'affaires soit inférieur à 10 millions hors taxe. Et enfin, il faut que le capital soit entièrement libéré. D'accord? Si ces trois conditions sont remplies, alors, euh, si ces trois conditions sont remplies, alors elle pourra bénéficier du régime. Qu'est-ce que vous entendez par PME remplissant la même condition? Alors, PME remplissant la même condition, ça veut dire qu'en gros, notre PME, notre société SARL, peut elle-même être détenue par une autre SARL qui est détenue, elle, à 75% par les personnes physiques et qui remplit du coup les autres conditions. D'accord? Et là, qui est détenue à 75% par les personnes physiques, qui a un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, qui a un capital entièrement libéré. D'accord? Du coup, on a une SARL, on a du coup une PME qui détient une autre PME. OK? Donc ensuite, l'imposition, oui, ce sera une imposition au taux réduit à 15% à hauteur de 42 500. Donc le bénéfice fiscal qu'on va déterminer, il va être imposé à 15% jusqu'à 42 500. Et au-delà de 42 500, ce sera imposé à 25% à l'excès. OK? Alors déjà, ensuite, on va passer à une autre question, mais avant, est-ce que, du coup, si la SARL euh, reste dans son régime IS, est-ce qu'il y a une condition ici dont on peut dire qu'elle est déjà remplie? Parmi les trois conditions, est-ce qu'il y en a une dont on peut dire qu'elle est déjà remplie? Les personnes physiques. Alors, Mélanie nous dit les personnes physiques. Pourquoi? Développer. Est-ce qu'on parle d'une SARL de famille? Ouais, exactement. D'accord? Comme c'est une SRL de famille, ça veut dire que son capital est détenu exclusivement par les personnes physiques, donc à 100%. Donc la condition de détention à 75%, du coup, est forcément remplie. OK? Et après, si en plus les autres le sont aussi, alors dans ce cas, elle pourra bénéficier du taux réduit. D'accord? Très bien. Alors, on a fait un petit peu le tour. D'accord? Maintenant, on va aborder un point voilà, un peu plus large. Cette fois-ci, on va basculer sur
un cas pratique de révision sur l'IS de manière plus large. On va partir d'une société anonyme, donc une SA. Cette société, c'est la société Pesla, d'accord? Elle est soumise à l'IS et elle exerce une activité industrielle de fabrication de drones civils, d'accord? La société est détenue à 90% par Loïc Machin en particulier et à 10% par la SARL Châtelier, d'accord? Alors, donc, je vous montre du coup le petit schéma qui illustre ce que je viens de vous dire. On a Loïc Machin ici qui détient 90%. On a la SARL Châtelier qui détient les 10% restants de la SAPESLA. Et on verra ensuite, pour d'autres opérations plus loin, que cette SAPESLA détient la SARL QPS à hauteur de 40%. Et que cette SARL QPS est elle aussi détenue à hauteur de 60% par d'autres associés. OK? Donc, pour l'exercice clos le 31 décembre, donc qui coïncide avec l'année civile, voici les données de la société. Donc, son capital social entièrement libéré est de 500 000, son résultat comptable est de 600 000, son chiffre d'affaires est de 7 millions. Et elle a un nombre de salariés de 45. Donc, l'ensemble des opérations que l'on a ici sont des opérations enregistrées déjà en comptabilité. Donc, en droit fiscal, comme vous le savez, on part généralement du principe que les opérations ont été déterminées, enregistrées en comptabilité, puisqu'on vous donne un résultat comptable déjà connu. Donc, voici les différentes opérations qui ont été effectuées. Première opération, nous avons un PDG qui a assimilé salariés, et ce PDG a reçu une rémunération annuelle de 120 000 euros. Quel est le traitement fiscal de cette opération? Principe, les rémunérations du dirigeant dans une société soumise à l'IS est déductible. Donc, en l'espèce, on n'a rien à faire. D'accord, très bien. Alors, on va regarder ça. Euh, Donc, on reprend notre principe, d'accord? Donc, l'article 39-1, premièrement, qui vise la déduction des charges, précise que la rémunération des dirigeants est en principe déductible lorsqu'elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive par rapport à la nature de la tâche à accomplir. Donc, il faut bien identifier ces critères-là qu'on avait déjà vus, hein, d'accord? Donc, il faut bien les reprendre dans votre majeur parce que c'est ça les conditions juridiques. Donc, cette rémunération pourrait être considérée comme non excessive et doit être comparable aux rémunérations d'un dirigeant dans le même secteur, d'accord, euh, pour la même fonction, dans le même secteur géographique, d'accord? Et donc, du coup, il faut que ce soit en adéquation aussi avec la capacité de l'entreprise de payer ce dirigeant. Donc, il ne faut pas que la rémunération soit trop élevée par rapport au chiffre d'affaires, ok? Donc, sinon, ça peut être considéré comme un acte anormal de gestion par l'administration. Donc, en l'espèce, le PDG exerce du coup une fonction effective, puisque en tant que PDG, rien n'indique qu'il ne le fasse pas. Et le montant de 120 000 reste assez cohérent par rapport à la taille de l'entreprise, qui a un chiffre d'affaires de 7 millions. Ça ne semble pas du coup excessif au regard de la rémunération d'un dirigeant. En conclusion, cette rémunération du coup est déductible et il n'y a donc pas de retraitement à faire. D'accord? Ensuite, deuxième opération, la société Pesla a effectué ce qu'on appelle un abandon de créance de 50 000 euros envers sa filiale déficitaire, la SARL QPS, qu'elle détient à 40%. Donc voilà le schéma. D'accord? Elle détient la SARL à 40% et elle lui fait un abandon de créance, c'est-à-dire que elle lui, elle renonce à lui réclamer une créance que la SARL QPS lui doit. D'accord? Donc, cette filiale est en procédure collective. Donc, l'abandon de créance qui a été fait a pour objet de soutenir financièrement cette filiale. Et la situation nette négative de cette filiale est de moins 30 000 euros. Donc, avant de commencer le raisonnement, je vais vous demander déjà de qualifier cet abandon de créance. Est-ce que c'est un abandon? Bon, déjà, je vous mets dans le titre abandon de créance à caractère financier, donc je vous donne déjà la qualification.
Mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est un abandon de créance à caractère financier? C'est un lien mère-fille. Alors oui, mais c'est pas ça le critère. C'est-à-dire qu'un abandon entre mère-fille, ça peut être aussi à caractère commercial. Si ça a pour objet de maintenir une source de débouchés, si ça a pour objet de maintenir des relations commerciales, la mère peut tout à fait avoir des relations commerciales avec sa filiale. D'accord? Si par exemple la mère vend, je sais pas, un appareil, des appareils téléphoniques et que sa filiale est la seule société qui produise, on va dire, un, un, un élément de cet appareil téléphonique, bah, elle a tout intérêt à ce que cette filiale-là ne tombe pas en procédure collective. D'accord? Donc dans ce cas, ça serait un abandon à caractère commercial parce que l'objet, c'est de maintenir des relations commerciales, maintenir des débouchés. Là, c'est pour améliorer la situation financière de sa filiale. Voilà. Donc, c'est pour améliorer la situation financière de sa filiale. Il n'y a pas un intérêt économique derrière. D'accord? Donc, c'est simplement, je vous reverse de l'argent, enfin, je vous laisse l'argent que vous avez prêté pour que vous ne tombiez pas en faillite, en fait. D'accord? Donc, au final, pour elle, il n'y a pas d'impact direct. Il n'y a pas de retour sur investissement de faire cet abandon-là. Donc, du coup, oui, l'abandon est un caractère financier. Donc, couvrir la perte et avoir une situation nette positive. OK. Donc maintenant, quel est le régime fiscal des abandons de créances à caractère financier pour les sociétés qui ne sont pas en procédure collective? Est-ce que vous pouvez me rappeler la règle? L'abandon est déductible à hauteur du montant qui permet à l'entreprise d'être à zéro. Et pour le surplus, les deux sociétés seront imposables pour Les deux sociétés sont imposables. non, pour la société. La société mère sera imposable sur pour la partie qu'elle détient. Non. Alors déjà, vous avez vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'était quel est le traitement de l'abandon de créance lorsque la filiale n'est pas en procédure collective? Vous avez répondu à la question si elle est en procédure collective. Comment ça se passe si elle n'est pas en procédure collective? Elle Il reste, sera totalement déductible, non? Pardon? Pas imposable oui, elle pour la... reste imposable. Alors attention, faisons bien attention. Ici, on ne se positionne pas au niveau de la filiale. D'accord? C'est la mère qui fait l'abandon de la créance. Donc pour elle, la question qu'on se pose avant tout, Ça devient un produit imposable. attention, est-ce que Il c'est un charge produit pour elle? déductible. Il y C'est a pas de produit pour la mère. Il n'y a pas de produit. D'accord? Elle a déjà accordé l'argent à sa filiale. D'accord? Donc, de ce fait, la question pour elle, mère, c'est de se poser la question, c'est est-ce que je vais pouvoir maintenant déduire cette somme-là? Parce que pour elle, c'est une charge. Elle aurait dû récupérer l'argent, elle ne l'a pas récupéré. D'accord? Donc, du coup, elle a fait un abandon de créance. La question, c'est donc, est-ce que l'abandon de créance qu'elle a fait, pour elle, c'est déductible? D'accord? Donc, pour que ce soit déductible, la première condition, c'est de dire, est-ce qu'elle l'a fait à une filiale qui est en procédure collective? Hypothèse numéro 1. Est-ce qu'elle le fait à une filiale qui n'est pas en procédure collective? Hypothèse numéro 2. Voilà. Donc déjà, il faut bien clarifier ces deux situations. Donc, la première situation, c'est que si la filiale à laquelle l'abandon est consenti n'est pas en procédure collective, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de lui céder cet abandon. D'accord? Et donc, l'abandon ne sera pas déductible pour la mère qui consent l'abandon. Et donc, il faudra qu'elle réintègre l'abandon. D'accord? Donc, si sa filiale n'est pas en situation de procédure collective. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, si maintenant sa filiale, laquelle elle a consenti l'abandon, est en procédure collective, ce cas, ça veut dire que sa situation n'est pas bonne. D'accord? Donc, elle a une situation négative à combler. Et donc, dans ce cas, l'abandon de créance que la mère a effectué sera déductible à son niveau. Donc là, on s'intéresse que à la mère. Sera déductible à son niveau, mais pas en totalité. D'accord? Elle va être déductible à hauteur de la situation qui permet de couvrir la situation nette négative, donc qui permet à la
à la situation nette de la filiale de revenir à zéro, d'accord? Donc cette fraction-là est déductible, et la fraction au-delà ne sera pas déductible en totalité, elle sera déductible à hauteur du pourcentage des autres associés qui n'ont pas fait l'abandon. Donc elle sera déductible à hauteur des autres associés qui n'ont pas fait l'abandon. Elle sera déductible à hauteur de ces associés-là. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on va considérer que l'abandon qui a été fait par Pesla à QPS, d'accord, sera déductible à hauteur de la situation nette négative de QPS, c'est-à-dire faire en sorte que la situation nette de QPS passe de moins à zéro, d'accord? Donc la fraction de l'abandon qui va lui permettre de revenir à zéro sera déductible chez Pesla, d'accord? Et la deuxième fraction restante, d'accord? C'est-à-dire la fraction au-delà, cette fraction ne sera pas déductible en totalité. Elle sera déductible à hauteur du pourcentage des autres associés qui n'ont pas fait l'abandon, c'est-à-dire 60%. On va le mettre en application tout de suite pour que ce soit plus clair. Donc ça, je sais que c'est un peu technique, mais voilà, si vous avez si vous êtes inscrit à la formation, vous savez que j'ai fait un gros cas pratique dessus, j'ai fait un schéma dessus. Donc je vous invite vraiment à regarder plus en détail avec plein d'autres exemples que j'ai fait en la matière. Donc, dans le cadre de l'abandon de créances à caractère financier. Excusez-moi, monsieur, on les trouve Oui. en bas de en bas de la vidéo, dans les cours, en annexe? Oui, c'est dans le cours, c'est dans le support de cours. Très bien, merci. Vous les avez, normalement, vous avez les schémas, j'ai fait les schémas. Très bien, merci. Donc, on reprend le principe. D'accord? En principe, quand on a un abandon de créance à caractère financier, le principe, c'est qu'il n'est pas déductible. D'accord? Alors que l'abandon de créance à caractère commercial, lui, est déductible. Mais par exception, les abandons de créance à caractère financier, s'ils sont accordés à une société qui est en procédure collective, alors dans ce cas, ils seront déductibles, mais pas en totalité. Ils seront déductibles à hauteur déjà de la situation nette négative, c'est-à-dire ils sont déductibles à hauteur du montant Excusez-moi, monsieur, qui est-ce que va vous pouvez... permettre, attendez, je termine, ils vont permettre ils vont être déductibles à hauteur de la situation nette négative, c'est-à-dire à hauteur du montant qui va permettre à la filiale d'arriver à zéro, d'accord? Et pour le surplus, il sera déductible à hauteur du pourcentage des autres associés autres que la société qui a effectué l'abandon. Alors, je vous écoute, vous aviez une question. Oui, c'était pour reprendre ce que vous disiez pour l'abandon à caractère commercial. L'abandon à caractère commercial est déductible parce qu'il a vocation à maintenir des débouchés, à maintenir une relation commerciale. Donc là, c'est déductible, il y a pas de problème, quel que soit le montant. D'accord? Donc ce sont les abandons à caractère financier dont la déductibilité n'est pas totale. Donc, si on reprend notre cas, on voit qu'ici, l'abandon à caractère financier qui a été fait, enfin l'abandon qui a été fait est à caractère financier parce que ça sert simplement à soutenir la filiale déficitaire sans qu'il y ait un lien commercial, sans qu'il y ait un objectif commercial direct. D'accord? Il n'y a rien qui est indiqué dans les faits pour dire que l'objectif, c'est de lui permettre de maintenir une relation économique ou de maintenir des débouchés ou de maintenir une source d'approvisionnement. D'accord? Donc, il n'y a pas d'intérêt économique pour la mère de faire cet abandon. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt économique pour la mère de faire cet abandon, l'abandon n'est donc pas commercial. Et donc, par défaut, dès qu'un abandon n'est pas commercial, il est considéré comme financier. OK? Et donc, l'abandon à caractère financier, pour être déductible, d'accord, doit remplir ces conditions-là. Donc, chez la mère, l'abandon va donc être déductible à hauteur déjà de la situation nette négative, qui est de 30 000. On a dit que la situation nette de la filiale négative est de 30 000 euros. Donc, l'abandon qui était de 50 000 au début sera déductible chez la mère à hauteur de 30 000 euros. D'accord? Donc, la fraction restante, c'est donc 50 000 moins 30 000, cette fraction restante est donc de 20 000 euros. OK? Cette fraction n'est pas déductible en totalité. D'accord? Donc, cette fraction-là, c'est du coup la fraction en lien avec la situation nette, au-delà de la situation nette positive. Donc, elle est de 20 000. Donc, sur ces 20 000-là, on va avoir on va considérer que la fraction qui sera déductible chez la mère, c'est la fraction qui correspond à la participation des autres associés dans la SARL, c'est-à-dire
60%, puisque la mère détient, puisque Tesla détient 40% de QPS, d'accord, ici. Tesla détient 40% de QPS. On va considérer que le restant, le surplus de l'abandon de créance ne sera déductible qu'à hauteur du pourcentage des autres associés, puisqu'on va exclure du coup Tesla, puisque pour elle, on va considérer que la fraction qui a déjà été déduite est celle de la situation nette négative. Et donc du coup, sur les 20 000 restants, on va prendre que 60% des 20 000 restants. Donc 60% des 20 000 restants, ça nous fait donc 12 000 euros. On a donc une première fraction déductible de 30 000 euros, plus une deuxième fraction déductible de 12 000 euros. Ça nous fait un total déductible chez Pesla de 42 000 euros. Comme elle a versé en tout et pour tout 50 000 euros, il restera donc une fraction de 8 000 euros qui ne sera pas déductible et qu'il faudra réintégrer. D'accord? Donc là, je vous ai donné le cas le plus complet par rapport à l'abandon de créance à caractère financier. D'accord? On peut vous donner une situation où on vous dit l'abandon de créance est effectué à une société qui n'est pas en procédure collective. Donc faites bien attention à ce détail-là, c'est celui qui est le plus important. Si la société n'est pas en procédure collective, l'abandon à caractère financier n'est pas déductible. OK? Donc la première chose que vous devez faire quand vous avez une question d'abandon de créance, c'est étape 1, est-ce que l'abandon est à caractère commercial ou pas? Ça, c'est la première chose que vous devez vérifier. Si c'est à caractère commercial, déductible, on ne se pose pas de questions. Si l'abandon n'est pas à caractère commercial, eh ben, du coup, il est forcément à caractère financier. Maintenant, si elle a caractère financier, deuxième question qu'on se pose, est-ce que l'abandon est fait à une société en procédure collective? Oui. Si elle est faite à une société en procédure collective, dans ce cas, on va appliquer tout ce qu'on vient d'appliquer. Si elle n'est pas faite à une société en procédure collective, si elle est faite à une société qui n'est pas en procédure collective, dans ce cas, l'abandon n'est pas déductible. On réintègre tout. D'accord? Donc, il faut procéder, vous voyez, par étapes. Alors, ensuite, on va passer à une autre question sur les plus-values cette fois-ci. D'accord? Mais cette fois-ci, on est sur des plus-values à l'IS. Donc là, je vous ai mis un petit élément en encadré, s'agissant des plus-values, et ça, c'est vraiment un point important qu'il faut connaître par cœur, parce que c'est assez fréquent qu'on vous pose des questions dessus dans un exercice. Donc, nous avons plusieurs plus-values. Nous avons la société qui a cédé un matériel industriel amorti qui a généré une plus-value à court terme de 30 000 euros. Elle a également cédé un terrain inscrit à l'actif du bilan qui a dégagé une plus-value à court terme de 60 000 euros. D'accord? Donc, de manière générale, on va aborder déjà un grand principe avant d'aborder ces questions, c'est que dans l'IS, les plus-values seront considérées du coup comme à court terme. Et il existe des cas spécifiques où nous avons des plus-values traditionnellement à long terme. C'est premièrement le cas, par exemple, euh, des sessions des sites de participation détenues depuis au moins 2 ans. D'accord? Avec une exonération du coup de la plus-value à long terme et réintégration de la quote-part de frais et charges de 12% imposable dans le résultat ordinaire. D'accord? Donc, si vous avez une session de titre de participation et que vous êtes à l'IS, vous devez tout de suite vous poser la question de oui, si elle est détenue depuis au moins 2 ans, ça veut dire qu'on est dans le long terme. OK? Et donc, quand on est dans le long terme, il faut faire, du coup, cette plus-value que vous allez avoir à long terme. Alors, elle est à long terme, mais ici, elle a un traitement assez particulier. Parce que généralement, on vous dit que le long terme, bah, c'est un long terme qui est normalement déduit du résultat et qui est imposé à part. Ici, c'est différent. Puisqu'ici, on vous dit qu'elle est à long terme, certes, mais elle est exonérée en totalité. Donc, du coup, si elle est exonérée, ça veut dire que vous devez déduire, bien entendu, la totalité de la plus-value à long terme. D'accord? Mais il y a quand même une fraction de cette plus-value à long terme, qu'on appelle la quote-part de frais et charges, de 12%, qui reste imposable dans le résultat ordinaire. Donc, cette quote-part-là, il faut la réintégrer extra-comptablement. D'accord? Ensuite, deuxième situation, nous avons les cessions de titres de société à prépondérance immobilière cotées. J'insiste sur le terme coté. D'accord? Les SPIC. Lorsque ces titres sont détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas, l'imposition se fera non pas au taux dans le résultat ordinaire, mais à un taux réduit de 19%. Donc, dans ce cas, si c'est un taux réduit, il faudra également déduire le montant de cette plus-value à long terme. OK? Troisième cas de figure, nous avons
les cessions de parts de fonds communs de placement à risque et d'actions de SCR détenues depuis au moins 5 ans. Donc là encore, il s'agit d'une imposition à part au taux réduit de 15%. Et enfin, on a les cessions ou les concessions de brevets qui sont imposées au taux réduit de 10%, qui doivent être déduites. Donc ces quatre conditions-là, ces quatre situations-là, il faut les connaître. Parce que si vous tombez sur l'IS, il y a fort à parier que vous allez avoir au moins une de ces situations-là à traiter. Donc il faut pouvoir les identifier. OK? Donc première opération, nous avons du coup une plus-value à court terme. Je vous écoute. Pour la vente de la machine, nous avons une plus-value à court terme de 30 000 euros. Quel est le raisonnement à mener? En principe, les plus-values à long terme sont imposées sur leur année d'exercice. De ce Alors, fait- court terme, hein, pas long terme. Court terme, pardon, excusez-moi. Ouais. Sur leur année d'exercice, de ce fait, nous n'avons rien à faire en l'espèce. D'accord. Et Sauf, l'article 9 quater des sièges, l'étalement sur 3 ans. pas pour l'IS, c'est sauf si le bien a été sinistré, je crois. Exactement. Très bien, bravo. Exactement ça. D'accord? Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Donc, n'oubliez pas que l'article 39 quater des sièges qui prévoit l'étalement sur 3 ans ne s'applique pas à l'IS. Il s'applique que à l'IR. D'accord? Alors que l'article 39 quater des sièges, le même article, hein, mais deux paragraphes plus loin, 39 quater des sièges inter, qui s'applique aux biens sinistrés, lui, il s'applique à l'IS et à l'IR. Donc, ces petits éléments de détail-là, il faut vraiment ne pas l'oublier. OK? Donc, par principe, dans l'IS, les plus-values sont considérées hors cas spécifique, c'est-à-dire les cas spécifiques que je vous ai mis en rouge en haut. Hors ces cas-là, on va les considérer comme à court terme. Donc, cette plus-value à court terme ne va pas pouvoir bénéficier de l'étalement des plus-values à court terme sur 3 ans qui est prévu à l'article 39 quater des sièges. Donc, ici, nous avons donc un bien amortissable, donc la plus-value à court terme. Donc, déjà, c'est indiqué dans l'énoncé que la plus-value à court terme, d'accord? Donc, la plus-value à court terme est de 30 000 euros. Et cette plus-value est donc imposable dans le résultat ordinaire et ne va pas faire l'objet d'un étalement. Conséquence, on n'a pas de retraitement à faire puisque l'opération a déjà été comptabilisée. La plus-value à court terme du terrain, bon, le raisonnement, vous avez compris, c'est le même, d'accord? C'est une plus-value sur immobilisation non amortissable, d'accord? Elle reste elle aussi qualifiable de plus-value à court terme. Et comme elle a déjà été comptabilisée, elle reste dans le résultat ordinaire, pas de retraitement à faire. OK? Ensuite, on va poursuivre notre raisonnement. Je vous ai donné le raisonnement par rapport au type de participation. Donc, on va voir les deux types de participation, celles qui sont détenues 1 an et celles qui sont détenues au moins 2 ans. Donc, pour le premier, quel est le raisonnement juridique à mener? 1 an, c'est court terme, mais oui. Donc, en principe, les plus-values sur titre de participation euh, détenues depuis moins d'1 an sont, sont imposables. Oui. L'année de leur, On l'année est d'accord, c'est imposable, mais voilà, il faut aller. l'année de leur réalisation. Ouais, De ce fait, on n'a rien à faire parce que c'est déjà comptabilisé dans le résultat comptable. exactement. Bravo. Voilà, c'est ça. Donc, on a le régime donc, du coup, des types de participation hein, que je vous ai indiqué tout à l'heure, prévu à l'article 219, grand 1A quinquies. Il va s'appliquer sur des titres, du coup, dans notre configuration, qui sont détenus depuis au moins 2 ans. D'accord? Donc ici, nous avons une détention qui est de 1 an, donc la plus-value ne remplit pas la condition du régime de faveur, d'accord? Elle est considérée donc à court terme. Et comme elle est à court terme, elle a été comptabilisée, elle reste imposable dans le résultat ordinaire, et donc il n'y a pas de retraitement extra-comptable à faire. Ok. Donc faites bien attention, hein. Le fait qu'on vous donne une cession de titre de participation qui dégage une plus-value ne signifie pas que la plus-value elle sera automatiquement à long terme. Il faut regarder si elle a été détenue au moins 2 ans. D'accord?
Donc c'est pour ça que j'ai pris soin de vous mettre le petit encadré et le petit tableau en rouge, parce que ce tableau-là, il faut vraiment le connaître et ce sont vraiment les cas où justement la règle va changer, on va se retrouver sur du long terme. Ensuite, maintenant, les plus-values sur titre de participation, cette fois-ci détenues au moins 2 ans. On va appliquer la règle dans le tableau. Je vous écoute. Ce sont des plus-values à long terme. Donc, Ouais. en fait, elles doivent faire l'objet d'une d'une imposition à part, non? Alors, je vous remets le tableau. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal, on est là pour réfléchir, pour raisonner ensemble. D'accord? Donc, OK. On regarde cession de titre de participation détenue depuis au moins 2 ans. L'exonération de la plus-value à long terme et réintégration de la quote-part de 12%. Ah, ok. Donc, on doit D'accord? calculer sur le prix de cession, sur la plus-value réalisée lors de la cession, 12% va devoir réintégrer. Voilà, exactement. Donc ici, le montant de la plus-value, cession de titre de participation de la société Kilmid, détenue depuis 3 ans, on a généré une plus-value de 80 000. Donc sur les 80 000, Douze pour qu'est-ce cent. qu'on fait avec les 80 000 déjà? Les 80 000, on les laisse tels quels dans le... Alors, je vous remets le tableau. On a 80 000 euros de plus-value. Voilà, Elsa a trouvé la réponse. On les déduit. Ok, Parce qu'on vous dit que la plus-value est exonérée. ok, D'accord? d'accord. Donc, si elle est exonérée, il faut absolument la déduire, parce qu'elle est déjà comptabilisée au bilan. Mais 12% D'accord? sont pas Voi- réintégrés de ce fait. Voilà, exactement. Donc, on déduit déjà la totalité des 80 000. D'accord? Et ensuite, on réintègre 12% de la plus-value à long terme. D'accord? Donc, la plus-value sur titre de participation depuis au moins 2 ans bénéficie de ce régime de faveur, de ce régime d'exonération. D'accord? Sauf sa quote-part, qu'on appelle la quote-part de frais et charges de 12%, 12% du montant brut. C'est très important, la question du montant brut, parce que si jamais vous avez des, des moins-values à long terme sur titre de participation, d'accord? Le calcul de la quote-part se fait pas sur le montant après imputation de la moins-value. Ça se fait sur le montant brut. Par exemple, vous avez par exemple 100 euros de plus-value à long terme. D'accord? Et vous avez une moins-value à long terme que vous pouvez imputer sur les 100 euros. D'accord? Qui est aussi une moins-value sur titre de participation que vous aviez déjà. Donc, si par exemple cette moins-value est de 20 euros, normalement, en imputant, ça vous fait 80 euros au final de plus-value nette. OK? Sauf que la question qui se pose, c'est sur quelle base je calcule ma quote-part de frais et charges de 12%? Est-ce que je la calcule sur 100 euros, le montant brut, ou est-ce que je la calcule sur 80 euros, le montant après imputation? La loi a dit, dans un arrêt fameux qu'on appelle Orange Participation, que le calcul de la quote-part de frais et charges se fait sur le montant de la plus-value brute. C'est-à-dire, ça se fait sur le montant des 100 euros, avant toute déduction de la moins-value à long terme. D'accord? Donc retenez bien ça, c'est très important. Ok, parce que c'est une erreur courante. Donc ici, on a notre plus-value qui est de 80 000, donc pour des titres de participation détenus depuis 3 ans, on voit donc qu'elle est à long terme. Cette plus-value est exonérée elle est exonérée à 88%, puisqu'on déduit 100%, on réintègre 12%, ça signifie que concrètement, elle est exonérée à 88%. Et donc, pour matérialiser cette exonération à 88%, en sachant qu'on a déjà la totalité de la plus-value qui est dans le bilan et qu'il faut garder uniquement 12%, d'accord? On va dans un premier temps déduire la totalité de la plus-value à long terme et également ensuite réintégrer 12% de cette plus-value qui correspond à la quote-part de frais et charges. Ce qui nous amène à faire ce qu'on appelle une déduction de 80 000 euros dans un premier temps, puis une réintégration de la quote-part de frais et charges de 80 000 fois 12%, ce qui nous fait 9 600 euros. OK? Jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Oui, merci, monsieur. Ok. Alors, on continue. Septièmement, on a une plus-value de cession sur les titres de société à prépondérance immobilière cotée, les SPIC. D'accord? Les cessions de titres d'une SPIC détenues depuis 5 ans a procuré une plus-value de 20 000 euros. Alors, je vous écoute. Je vous remets le tableau. Ça, j'ai eu beaucoup de mal même en classe. Alors, il faut
pour, il faut se poser, il faut se dire en fait que ça fait partie des situations, d'accord, pour bénéficier du régime long terme. Donc la détention doit être au moins de 2 ans. Et l'imposition, ici, la simple particularité, c'est que l'imposition est au taux de 19%. Donc il ne faut pas confondre avec les plus-values à long terme classiques qui sont au taux de 15% dans l'IS. Donc, Mais il y a un élément qui peut vous aider en réalité pour ne pas oublier le taux de 19%. À quoi ça fait référence le taux de 19%? ça se rapproche des 17,2, je sais pas. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Les 17,2, c'est les C'est les prélèvements prélèvements sociaux. sociaux, oui, oui. Les 19%. 19%, dans quelle autre situation on retrouve les 19%? Il y a une seule autre situation, enfin, on va dire dans le programme classique, il y a une seule autre situation où on retrouve les 19% en imposition. La distribution des dividendes. La distribution des dividendes. Non? Non, non. Pour moi, c'est la flat tax. La flat tax, c'est 12,8 et 17,2. Oui, oui, non, mais parce que comme il a parlé de distribution de dividendes, pour moi, c'est la flat tax qui s'applique si on prend pas l'IR, quoi. Mais Voilà, c'est ça. Si on prend pas l'IR, on est à 30%, donc 17,2 et 12,8. non, les 19%, je vois pas à quoi c'est assimilé. Qu'est-ce- Vous êtes particulier. Vous avez un appartement, vous le vendez, vous êtes imposé comment? En tant que particulier, hein. Au revenu foncier, Non, vous le vendez. Le le revenu régime foncier, des c'est si vous le plus-values, mettez en location. oui, oui, le régime des plus-values À sur les lire. de patrimoine. Le revenu des plus-values, voilà, Nancy a trouvé la réponse, c'est plus-value immobilière. D'accord? Donc, c'est plus-value des particuliers immobilières. Donc là, vous êtes imposé au taux réduit de 19% plus les prélèvements sociaux éventuellement. D'accord? Donc D'accord. ça, c'est une des situations qui peut s'appliquer. Après, il y a des situations où vous avez la possibilité de bénéficier des abattements avec application du barème, etc. Mais du coup, c'est à ça que ça renvoie en fait. D'accord? Ça renvoie à ce taux spécifique qui s'applique à tout bien immobilier. Donc, c'est pour ça que, en fait, ce taux-là, il faut vraiment le, le fonder, le coller dans votre tête avec l'immobilier. D'accord? Et du coup, dans le cas des plus-values à long terme, dites-vous, OK, il y a première situation, c'est type de participation plus de 2 ans. D'accord? Dans ce cas, on déduit la totalité de la plus-value à long terme, on réintègre la quote-part de 12%. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il reste dans le résultat la quote-part de 12%. Les cessions de sociétés à prépondérance immobilière, les SPIC, donc cotées, hein, cotées en bourse, hein. Donc ça veut dire que celles qui ne sont pas cotées ne bénéficient pas de ce régime. Celles qui ne sont pas cotées bénéficient du régime classique, c'est-à-dire plus-value à court terme. OK? Donc celles qui sont cotées vont être imposées au taux réduit de 19%. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup comme retraitement si on va l'imposer au taux réduit de 19%? On déduit On déduit. On déduit combien? la totalité du On coup. déduit la totalité. Très bien. Est-ce qu'on réintègre la quote-part pour le coup ou pas, monsieur? Hein, il n'y a pas de code par ici. Très bien. Ici, il n'y a rien à réintégrer d'autre. D'accord? Donc, on déduit simplement la totalité de la plus-value. OK? Donc, ici, la cession des titres d'une SPIC détenue au moins 2 ans est qualifiée on va enlever ce petit S fâcheux, est qualifiée de plus-value à long terme. Donc, c'est l'article 219, sextiès du Code général des impôts. Cette plus-value est imposée au taux réduit de 19%. En l'espèce, la plus-value de 20 000 est une plus-value à long terme car elle est détenue au moins 2 ans au moment de la cession. D'accord? Donc, c'est imposable à part. Oui, c'est ça. C'est bien imposable à part au taux réduit de 19%. Donc, pour qu'elle soit imposable à part et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une double imposition, il faut donc nécessairement la déduire extra-comptablement afin de l'imposer au taux de 19%. OK? Alors, on continue. Monsieur, excusez-moi, juste pour revenir, Ouais. tout à l'heure vous avez parlé de schéma, etc. Nous, on n'a pas, enfin moi pour ma part, je suis partie vérifier, j'ai pas de schéma sur l'IS. Ah, alors, je vais me renseigner auprès de, parce que moi, je l'ai fait, je vais me renseigner auprès de M. Benamaran. Merci beaucoup. D'accord? Ok, donc on continue. On a un produit exceptionnel de 5 000 € qui correspond à la récupération d'une ancienne créance. D'accord? Donc, comment on traite les produits exceptionnels? Bon, là, c'est très facile.
en récupération de créances. Quel est le traitement fiscal? Il n'y a même pas de piège, c'est juste une phrase, hein. C'est imposable, hein. Imposable, voilà, il n'y a pas de. Il y a simplement peut-être à préciser le fondement juridique, l'article 38-2. Et comme tout produit, hein, si un produit est réalisé, il sera imposable, sauf s'il existe une règle spécifique qui interdit son imposition. Donc la créance a donc été récupérée, donc c'est un produit exceptionnel qu'on va imposer. Donc en principe, il a été comptabilisé, donc il n'y a pas de retraitement à faire. On va passer aux provisions. Donc les provisions, on les avait déjà bien traitées lors du live précédent, donc on va aller assez vite. On a trois provisions ici. Une provision pour litige de 40 000 euros, jugée probable et précisément justifiée du fait d'un procès en cours. Une provision pour dépréciation de stock de 20 000 euros qui a été inscrite sans justification particulière. Et une provision pour créance douteuse de 30 000 euros relative à un client en difficulté. Et cette provision et cette créance, justement, est toujours existante au 31 décembre de l'année. Alors, on va commencer par la provision pour litige. Je vous écoute. Puisqu'elle est assimilée à un risque certain et probable, elle est Alors, attention, risque certain et probable, c'est un contresens. Un risque qui soit certain, soit probable, pas les deux en même temps. justifiée. Certains, j'avais vu, Hmm. j'ai vu Non, dans c'est les pas le risque qui est certain. C'est la somme qui doit être. euh, c'est le montant de la provision doit viser une créance certaine. Et là, on n'est pas dans le cas des créances certaines. Là, on est dans le cas d'une provision. Et c'est en égal une provision pour risque, donc provision pour litige. Est-ce qu'elles sont déductibles? À quelles conditions? Ça, on l'a vu, hein. On l'a vu Oui, la dernière fois, lors du dernier live. oui, si c'est C'est ça. justifié et en rapport avec l'activité. Alors oui, justifié en rapport avec l'activité. Et dernière condition, peut-être la plus importante. Un risque probable et non éventuel. Alors oui, mais ça, c'est une condition générale des provisions. Mais par rapport spécifiquement aux provisions pour litige. C'est un litige subi par la société et non à titre personnel, on avait vu. Oui, très bien. Donc du coup, qui a un caractère professionnel. Oui, Et le critère qui manque, je ne l'ai toujours pas. ah zut. Je vous remets Estimation l'énoncé. précise. Je vous remets l'énoncé. En fait, le critère, je vous l'ai donné, hein, il est dedans. En cours. Voilà, procès en cours au 31 décembre. Ça veut dire que le procès n'a pas été tranché définitivement. D'accord? Vous vous souvenez, je vous en avais parlé de ça. Je vous avais Oui, dit que si on avait fait appel, le procès était toujours en cours. D'accord? Et je vous ai donné du coup l'exemple du procès de l'entreprise qui avait été condamnée, mais l'appel avait été fait. Donc le procès est considéré comme en cours, donc la provision était déductible. OK? Donc là, le critère, c'est ça. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, le procès n'est toujours pas définitivement tranché. OK? Et c'est vraiment une condition qui est jurisprudentielle et qui a été maintenue. Donc c'est vraiment, s'il y a un critère à prendre, c'est celui-là. Parce que tous les autres critères, vous allez forcément en parler, parce que ce sont les conditions générales. D'accord? Là où vous allez vraiment valider, boucler votre point, c'est quand vous allez dire la condition spécifique à cette opération. Et pour les provisions, c'est toujours ça la difficulté. C'est pour ça que je disais, quand on avait commencé les provisions, euh, que la difficulté, c'était pas de faire la qualification. Ça, c'est facile. D'accord? La difficulté, c'est de trouver euh, le critère juridique pertinent. Pourquoi? Parce que ça, pour le trouver, c'est difficile. Et pour l'avoir, il faut lire un maximum de choses sur les provisions, aller regarder beaucoup la jurisprudence qui est tombée, les critères de la jurisprudence. D'accord? Et là, la difficulté, parce que c'est plus difficile à réviser en réalité. Ok, parce qu'il faut aller voir les différents arrêts. Ensuite, on a une deuxième provision pour dépréciation de stock de 20 000, mais qui n'a pas été justifiée, qui a été faite sans justification particulière. Et on a Donc, vu aussi que la société pouvait pas faire son auto-assurance alors oui, mais là, enfin, par rapport à ce litige ou par rapport au stock? par rapport au stock. Alors, est-ce qu'elle fait une auto-assurance quand elle déprécie, quand elle fait une provision pour dépréciation de stock? Ah non, non, non. Non, Si. c'est pas vraiment. C'est elle qui évalue en réalité. Mais il n'y a pas, il y a pas eu de risque
sur son stock. C'est elle qui évalue le fait qu'elle considère que le stock c'est déprécié. Sauf que cette dépréciation, elle ne l'analyse pas par rapport à des critères objectifs. Donc, c'est pas justifié. Et donc, comme c'est pas justifié, il faudra réintégrer. D'accord? Et enfin, on a une troisième provision pour créance douteuse de 30 000 € relative à un client en difficulté. Cette créance est toujours existante au 31/12. D'accord? Donc, vous voyez, comme pour la provision tout à l'heure, faites bien attention à l'énoncé. Très souvent, vous avez toujours les éléments dans l'énoncé pour vous aider à réfléchir. Soit vous l'avez en totalité, et là on est très gentil, soit vous avez quand même un indice qui vous permet de pousser la réflexion. Pour moi, là, elle est toujours déductible parce que, elle est toujours en cours et son montant est certain. Exactement. D'accord? Donc la créance douteuse, c'est quoi une créance douteuse? C'est un risque que le client ne paie pas. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a un risque que le client ne paye pas, il y a bien une probabilité d'absence de recouvrement de cette créance. D'accord? Donc, c'est pas une certitude. D'accord? On sait juste, c'est un risque. Donc, il n'y a pas de certitude parce que si jamais le client était totalement en faillite et qu'il était en procédure et qu'elle a été liquidée, etc., bon, là, il y a plus de risque. Là, il y a certitude. Donc, dans ce cas, on ne parlera pas de créance douteuse. On constatera l'irrécouvrabilité de la créance, d'accord? Et on accusera la perte. Mais du coup, tant que le client est encore dans la possibilité de payer et que sa situation nous amène à considérer que la créance pourrait un jour être payée, elle reste probable. Donc, comme elle reste probable, du coup, elle peut être déduite. D'accord? Donc, comme elle est déductible et du coup qu'elle a été comptabilisée, il n'y a pas de retraitement à faire. D'accord? On va passer maintenant à l'indemnité pour sinistre. Bon, ça, normalement, vous devez pouvoir bien le traiter, mais on va voir comment vous allez vous en sortir avec le cas que je vous ai donné. Donc, nous avons un sinistre, d'accord, qui a eu lieu sur un matériel et la société a perçu du coup une indemnité de 40 000 € pour un matériel d'une valeur nette comptable de 15 000 €. La plus-value est à court terme pour cette opération. Donc, on a une indemnité de 40 000 €, on a une VNC de 15 000 € sur le bien sinistré, on a donc une plus-value qui a été dégagée qui est à court terme. Donc, déjà, quel est le montant de la plus-value? Le montant de la plus-value, c'est 40 000. Donc, le montant Bonjour. de la plus-value correspond à l'indemnité? Non, c'est l'indemnité moins la valeur nette comptable, ce qui nous ramène à 25 000. Voilà. Je vous avais dit la dernière fois que quand on est dans ce régime-là, des indemnités d'assurance et d'expropriation, l'indemnité, le montant de l'indemnité est considéré comme quoi? Comme le prix de cession. Considéré comme le prix de cession. Et là, D'accord? comme on est dans le cadre d'un bien sinistré, elle pourra opter pour l'étalement à partir de N+1. Voilà. Donc, on est sur un bien sinistré. On est sur une société soumise à l'IS. Le régime de l'article 39 quater des sièges inter s'applique à l'IS et à l'IR. Donc, ça s'applique ici. Donc, on a dit que la plus-value que l'on va obtenir, donc de 40 000 moins 15 000, donc 25 000, est une plus-value à court terme. D'accord? Et donc, cette plus-value à court terme est étalée à compter de l'exercice N+1. suivant. D'accord? Donc, comment je sais comment l'étaler? Ici, je vous mets pas, je vous dis pas Et le le même critère fait pour l'étalement. pour les BIC. Un tiers, un tiers, un tiers. Attention, attention, attention. Vous êtes tombé sur un piège. Vous avez confondu l'article 39 quater des sièges qui prévoit l'étalement sur un tiers, d'accord, qui s'applique que à l'IR. Ah, sinon, on peut faire une moyenne pondérée si c'est un bien amortissable qui n'excède pas 15 ans. Voilà. Donc ici, nous avons un matériel. Donc c'est un bien amortissable. Donc l'étalement doit se faire sur la durée moyenne pondérée des amortissements déjà pratiqués sur le bien. D'accord? Donc de la totalité des amortissements déjà pratiqués sur le bien, donc la durée. Cette durée-là, je ne vous l'ai pas indiquée ici. Donc comment vous allez répondre à cette question si vous n'avez pas cette durée? Je ne sais pas si on peut émettre une hypothèse. Allez-y. On partira dans l'hypothèse que le bien est amorti sur 5 ans. Pourquoi? Donc vous allez inventer
Une durée d'amortissement, vous avez le droit d'ajouter des éléments comme ça dans un fait, dans les faits? Non, je pense pas. Ah, vous n'avez absolument pas le droit. Il faut surtout pas faire ça. En fait, cette question, vous l'ai posée de manière un peu piégeuse parce que je vais vous faire réfléchir Ah, à une chose. par rapport à l'indemnité qui est de 40 000 et de la VNC de 15 000, peut-être qu'on a déjà amorti 35 000, enfin 25 000, pardon. Oui, ça, on est d'accord. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais On a, monsieur, on a comme la plus-value l'indemnité. de la Attendez, courte attendez. On termine et après, je vous laisse la parole. On a l'indemnité, d'accord, qui est de 40 000. On considère que cette indemnité, c'est le prix de cession. Donc, on fait prix de cession moins VNC. Ça nous fait 40 000 moins 15 000. Ça nous fait donc une plus-value à court terme de 25 000. Donc, la règle, c'est que la plus-value à court terme, normalement, doit faire l'objet d'un étalement, d'accord, sur la durée moyenne des amortissements pratiqués sur ce bien à compter de l'exercice suivant sans dépasser 15 ans. Donc, on a 25 000 € de plus-value à court terme. Comment vous allez faire l'étalement si je ne vous donne pas le montant si je vous donne pas, pardon, la durée d'amortissement déjà pratiquée. J'aurais eu tendance à prendre les 15 ans alors. Donc, en fait, c'est un choix arbitraire que vous faites. Donc là, il vous aide beaucoup à me dire, si on ne connaît pas la durée, c'est 10 ans, il y en a qui me disent c'est 15 ans. Sinon, on part du principe que si l'indemnité c'est 40 000 euros, c'est que le matériel à la base il valait 40 000 euros. On essaye de trouver. Non, vous pouvez pas en fait inventer des faits. Dans un cas pratique, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est interdit. Vous partez sur les faits que vous avez. Mais sauf que vous devez vous poser une question en amont, une question plus fondamentale que d'aller sur la question de l'étalement. Revenez sur le principe de l'article que je vous ai mentionné, 39 quaterdicies inter. Les conditions, je viens de vous les dire à l'oral. Donc, examinez, réfléchissez sur ces conditions. Ah, la durée des amortissements la durée des amortissements des autres immobilisations, si on les a, non plus. Non. Là encore, vous inventez des faits. C'est-à-dire que là, vous faites de la transposition. Vous n'avez pas le droit, je vous ai dit. Vous n'avez pas le droit de considérer que comme un bien peut être amorti, je ne sais pas, sur 5, 6, 7, 8, 10 ans, que c'est forcément le cas pour les autres. Non, vous n'en savez rien. En fait, à partir du moment où vous ne savez pas, vous ne pouvez pas inventer un fait. Et du coup, là, comment on fait? En fait, votre objectif final, n'oubliez pas, c'est de déterminer le résultat fiscal de l'exercice N. Donc, si moi je vous donne un cas pratique comme ça et que vous n'avez pas répondu, ça veut dire que vous laissez obligatoirement une question de côté, alors que je ne vous ai pas donné la durée des amortissements pratiqués. Et quand vous allez trouver la réponse, là, vous allez comprendre que certaines opérations extra-comptables sont extrêmement importantes. Mais il faut que vous la trouviez de vous-même, je ne veux pas vous la donner. Ce sera trop facile. On n'étale pas. Pourquoi vous n'étalez pas? Bah, on n'a pas la durée. Ah, mais il faut étaler, il faut trouver un moyen, en tout cas. Alors, si vous me dites que vous n'étalez pas, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous me dites que vous n'avez pas la durée, là, vous n'êtes plus sur la bonne voie. On est en année N. Et là, c'est le dernier indice que je vous donne. On doit seulement déduire. Eh bien, voilà. Votre objectif en N. Mais bravo, hein, franchement. C'était pas facile. Mais voyez que, en fait, il faut que vous forciez vous-même à aller sur le raisonnement. Le critère, c'est la plus-value à court terme va faire l'objet d'un étalement à compter de l'exercice suivant l'année de réalisation du sinistre. Ça veut dire que nous, on en N, l'étalement commence à partir de N plus 1. Donc en fait, d'une certaine manière, on s'en moque en fait de savoir quel est l'étalement. Ça ne nous intéresse pas. On se posera la question peut-être l'année prochaine. Mais pour la détermination du résultat fiscal de N, on n'a pas besoin de savoir la durée d'étalement. Puisqu'on sait que quoi qu'il arrive, la plus-value n'est pas imposée en N. Du coup, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va la déduire. Donc on n'a pas besoin de savoir, en tout cas pour cet exercice-là, la durée de l'étalement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Ça, parce c'est très important. Donc, vous voyez, c'est une question un peu piège. Mais en fait, ça vous oblige à prendre un peu de recul et à vous dire, oui, mais globalement, dans un cas pratique, de quoi j'ai besoin, moi, pour répondre? Vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous donne tous les paramètres. Vous avez simplement besoin de bien utiliser ceux qu'on vous donne. Et ici, j'ai fait exprès, du coup, de ne pas vous donner tous les paramètres pour voir comment vous allez vous en sortir. Donc là, on le fait à l'oral. Mais pensez à ça aussi le jour J. Parce que cette question de
de la déduction en n pour l'étalement à partir de n plus 1, c'est tellement fréquent en termes d'erreur que je suis obligé du coup de vous la... C'est la troisième fois, hein, vous vous rappelez, que je vous mets un cas sur les indemnités d'assurance et expropriation. À chaque fois, je le change un peu. D'accord? Parce que je sais qu'il y a plein de façons de se tromper dessus. D'accord? Donc, reprenez bien, à chaque fois, cette question, elle est primordiale. OK? Donc, en année N, on n'a pas besoin, pour la détermination en tout cas du résultat fiscal de N, on n'a pas besoin de savoir quelle serait la procédure d'étalement. D'accord? Donc, cette indemnité-là, en principe, elle est perçue à la suite d'un sinistre. Donc, c'est un produit imposable. Et cette plus-value qui en résulte suit, du coup, le régime des plus-values professionnelles. Mais on est ici dans le cadre de l'IS. Donc, si la plus-value qui découle est une plus-value à court terme, cette plus-value est étalée sur la durée moyenne des amortissements déjà pratiqués sur le bien, d'accord? Un étalement qui est effectué à compter de l'exercice suivant, dans la limite de 15 000 euros. Pardon, dans la limite de 15 ans, excusez-moi. Et ce régime, du coup, est prévu à l'article 39 quaterdecies inter. Ce régime est applicable à l'IR et à l'IS. Donc, notre plus-value, on l'avait calculé, c'est l'indemnité moins la VNC, donc 40 000 moins 15 000, ça nous fait donc 25 000 euros de plus-value à court terme. Donc, je vous l'ai dit, j'ai choisi exprès de ne pas vous indiquer une durée d'amortissement déjà pratiquée, afin que vous soyez bloqué si vous cherchiez à faire un étalement. Donc, conclusion, l'étalement débute à compter de N plus 1. Donc, cette année-là, en N, nous, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de déduire la totalité de la plus-value à court terme. Donc, de déduire la plus-value à court terme de 25 000 euros. D'accord? Ensuite, nous avons un déficit reportable. D'accord? Donc jusque-là, ça va, c'est clair pour tout le monde? Oui, merci. OK. Ensuite, nous avons un déficit reportable de 30 000 euros. Ce déficit est reportable en avant. Alors, Coralie nous dit carry back, donc report en arrière. Sauf que le déficit est déjà reportable en avant. Donc s'il est reportable en avant, ça veut dire que s'il vient d'un exercice précédent et qu'il est reportable en avant, ça veut dire que si jamais il y avait eu un report en arrière à effectuer, il avait déjà été fait. Donc, on pourra le déduire D'accord? On pourra le déduire de quoi? du résultat comptable Résultat comptable, fiscal. fiscal. Voilà, on le déduit du résultat Il fiscal. a déjà été traité, bah oui. Voilà. Donc, quel est le régime du report en avant? Quel est le plafond? Ah, vous devez le connaître, hein, le plafond. Je vous écoute. Déjà, quelles sont les conditions du report en avant? Article 209, grand 1 du Code général des impôts. Sachez que je vous fatigue un peu avec ça, il est tard. Je vois avec vous des choses hyper techniques. Mais bon, c'est la matière qui veut ça, hein. Et il faut que vous essayiez vraiment d'apprendre en simplifiant, certes, mais il y a des formules, par exemple, qu'il faut apprendre et connaître, comme la formule du report en avant. Moi, ça, je l'ai pas encore vu du coup. Vous l'avez pas vu encore en cours? Pas encore. D'accord. Ça et les acomptes, on n'a pas encore, c'est dans le chapitre suivant. Ok. Donc, alors, il doit être imputé sur la même entreprise. Oui, il faut qu'il y ait une identité d'entreprise. Ça, c'est vrai. Alors, le report en avant, donc Coralie nous dit 10 ans. Non, attention. Il ne faut pas confondre avec l'IS, avec les déficits dans l'IS. Les 10 ans, ça vise les déficits, alors ça vise plein de situations, ça vise les déficits des LMNP et ça vise les, les déficits en lien avec les revenus fonciers. Mais donc, du coup, nous, on n'est pas dans cette catégorie-là. On est à l'IS. Et à l'IS, le report en avant est illimité dans le temps. Ça veut dire que tant que vous avez un déficit, vous pouvez continuer à le reporter en avant. Et ensuite, il est limité mais cette fois-ci à un montant. Le montant, c'est 1 million plus 50%. Alors, la réponse de Nancy est bonne, mais elle n'est pas complète. D'accord? Donc, le report est limité et illimité dans le temps, et donc il pourra permettre d'être imputé sur les bénéfices suivants, mais il est plafonné à 1 million plus 50% de la fraction du bénéfice qui dépasse 1 million.
Donc voilà la formule à connaître. Et cette formule, il faut vraiment la connaître. Donc c'est 1 million, c'est un montant fixe, ça ne bouge pas, plus 50% du bénéfice fiscal, moins 1 million. Ça, c'est la formule, on va dire, simple. Mais en réalité, cette formule-là, elle peut être complexifiée. Parce que la loi prévoit que si jamais il y a une plus-value à long terme, on peut l'intégrer. D'accord? On peut l'intégrer dans le plafond, mais c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Et si même d'ailleurs il y a des abandons de créances, il y a la possibilité aussi de le faire, mais c'est soumis à des conditions spécifiques. Donc ça, c'est la formule simple à connaître, celle-là. Et puis la formule un peu plus complexe aussi à connaître éventuellement. Donc la question de l'intégration des plus-values à long terme, s'il y en a, dans le plafond du report en avant, c'est pas une obligation, hein, bien entendu. Vous pouvez le faire si c'est intéressant fiscalement. Donc du coup, nous, notre déficit qu'on a, notre déficit reportable, il est de 30 000 euros, si je me souviens bien. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement ici, on est loin du plafond. On est d'accord? Parce que le plafond, c'est à partir de 1 million. Donc là, on n'a pas besoin d'appliquer le plafond. On sait que de toute façon, notre déficit pourra être reporté en avant. D'accord? Donc si jamais on avait eu un déficit très élevé sur plusieurs millions, on aurait du coup calculé la fraction du déficit qui aurait pu être reporté en N. D'accord? Du coup, on va prendre 1 million plus 50% du bénéfice fiscal moins 1 million. D'accord? On aura donc un plafond pour l'exercice N et notre déficit sera imputable uniquement à hauteur de ce plafond, sera déductible uniquement à hauteur de ce plafond. Le reliquat qui n'a pas pu être imputé sera reporté en avant et toujours plafonné, etc. D'accord? Donc, on pourra toujours le reporter en avant. Monsieur, j'ai une question. Oui. C'est 50% du bénéfice fiscal ou 50% de 1 million? 50% de, ouvrez la parenthèse, bénéfice fiscal moins 1 million. Donc, Oui. 50% de tout ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc, pour le Ouais. moment, le bénéfice fiscal, on ne l'a pas encore. D'accord? Donc, il faudra du coup attendre la détermination du bénéfice fiscal. D'accord? Donc, étant donné que le bénéfice fiscal à ce stade n'est pas encore déterminé, il faut donc attendre. D'accord? Donc, le résultat fiscal, une fois obtenu, sera diminué du déficit reportable. Donc, petit tips de méthodologie, c'est la raison pour laquelle il faut toujours attendre d'avoir traité toutes les opérations, d'avoir ensuite déterminé le résultat fiscal pour ensuite imputer le déficit reportable. D'accord? C'est ça la bonne méthode. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va, dans notre tableau, récapituler tout ce qu'on vient de voir. OK? Donc, la rémunération du PDG, on a dit qu'elle était déductible. OK? Donc, il n'y a pas de retraitement extra-comptable, rien à faire. L'abandon de créances à caractère financier, on a dit qu'il y a une fraction qui était déductible, pardon, qu'il y a une fraction qui était déductible, euh, pardon, excusez-moi, une fraction qui était à réintégrer parce que non déductible, donc qui était de 8 000 euros. Nous avons pour le matériel, on a déterminé qu'il n'y avait pas de retraitement à faire puisque c'était du court terme et que c'était imposé dans le résultat. Pour le terrain, pareil. Pour le type de participation, comme c'est du court terme à 1 an, c'est du coup pareil, pas de retraitement à faire. La cession de type de participation 2 ans, on a dit qu'il fallait déduire la totalité et réintégrer la quote-part de frais et charges De 12%. de 12%. Donc, on a déduit les 80 000 et on a réintégré 9 600. La cession de titres de SPIC, On déduit. on déduit, puisqu'on va l'imposer à part au taux de 19%. On déduit du coup les 20 000. Le produit exceptionnel, bah, il est déjà comptabilisé, donc il n'y a rien à faire. La provision pour litige, RF. elle est déductible, du coup, il n'y a rien à faire. La provision pour dépréciation, mais qui est injustifiée, bah, À du coup, il y a rien réintégrer. intégré, d'accord, de 20 000 euros. La provision pour créance douteuse, on sait qu'elle est déductible, du coup, il n'y a rien à faire. La plus-value à court terme portant sur le sinistre, il faut la déduire, puisqu'elle doit faire l'objet d'une imposition à partir d'un étalement à partir de l'exercice suivant. Donc en N, on doit la déduire. Donc dans la colonne déduction, on a notre total ici de 125 000, et dans la colonne réintégration, on a notre total ici de 37 600. D'accord? Le résultat fiscal, ce sera donc le résultat comptable, moins les déductions, plus les réintégrations.
Donc ça nous fait 600 000 moins 125 000 plus 37 600. Ça nous fait 512 600. OK? Donc voilà vraiment les étapes, comment il faut les traiter. Donc ici, on n'a que du court terme en réalité. La seule plus-value à long terme qu'on a, on l'a déjà déduite. Donc il n'y a pas d'autres plus-values à long terme. D'accord? Donc il n'y a pas de compensation à faire. Donc la déduction ici, pour la SPIC, elle a déjà été faite. D'accord? Et l'imposition, bah, du coup, elle porte sur une seule plus-value. Donc cette plus-value est aussi la plus-value, du coup, nette à long terme. D'accord? Donc, on n'a pas de compensation à faire. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant, pardon, qu'on a déterminé le résultat fiscal, quelle est l'étape qui reste à faire? Calculer l'impôt. Attention, ah, je viens de vous le dire, il n'y a même pas 2 minutes. Avant de calculer l'impôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bénéfice, Voilà, Nancy a trouvé. Le report du déficit. Le bénéfice, on l'a. Le bénéfice, c'est le résultat, hein, c'est la même chose. Le résultat, c'est soit bénéfice, soit déficit. Ici, ce bénéfice, on l'a déjà. Il est ici. Il est de 512 600. Donc, Nancy a trouvé. Il faut reporter le déficit. Il faut déduire le déficit. D'accord? On a un déficit reportable de 30 000 euros. D'accord? Donc, le plafond du report en avant, on ne peut pas l'activer parce que ce plafond nécessite d'avoir plusieurs millions de déficits. Donc, ici, on n'a même pas besoin de ce plafond. D'accord? Puisque le montant de notre déficit est de 30 000 et donc trop faible. De la même manière, comme on ne peut pas activer le plafond, on ne peut pas faire rentrer dans ce plafond la plus-value à long terme. D'accord? Donc, cette plus-value de façon à long terme, on l'avait imposée déjà à part. Donc, on va déduire notre déficit reportable de 30 000 euros sur le résultat fiscal de 512 600. OK? Donc, il faut d'abord purger le déficit et voir si on peut reporter tout le déficit avant d'imposer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a 512 000 moins les 30 000 euros de déficit, ça nous fait 482 600 euros. D'accord? Donc, regardez toujours la manière dont je mets dans mon tableau les différentes étapes. Donc, essayez de reproduire ces différentes étapes-là parce que c'est l'ordre chronologique dans lequel il faut le faire pour ne pas se tromper. OK? Ensuite, une fois qu'on a déterminé le résultat fiscal après imputation du déficit, qu'est-ce qu'on doit calculer? L'impôt. On va découvrir ça. Donc, résultat fiscal soumis à l'impôt, c'est 482 600. On va maintenant calculer l'impôt. Mais avant de calculer l'impôt, alors avant de calculer l'impôt, on va dire au taux normal, qu'est-ce qu'on doit calculer avant? L'impôt à taux réduit. L'impôt à taux réduit. D'accord? Donc, l'imposition spécifique au taux réduit pour les titres de SPIC, on a dit que c'était 19%. au taux de combien? 19%. 19%. Donc, 20 000 euros imposés au taux de 19%, ça nous fait donc 20 000 fois 19%, 3 800. D'accord? Donc, on a déjà une fraction du bénéfice spécifique qui a été imposé au taux de 19%. Maintenant, on va calculer l'IS au taux ordinaire. Donc, au taux ordinaire, il faut se poser du coup la question de l'applicabilité du taux réduit de 15% sur les PME. D'accord? Donc, la société peut bénéficier du taux réduit de 15% sur une fraction du bénéfice, euh, puis ensuite du taux normal de 25%, et elle est dans le champ également de la contribution sociale de 3,3% sur l'IS. Donc déjà, on va vérifier le taux réduit de 15%. Donc ça, on l'a déjà vu, d'accord? Quand je vous ai posé la question tout à l'heure dans le quiz, on avait déjà vu un petit peu. Donc on va aller un peu vite. Le taux de 15% va permettre l'imposition pour une petite fraction du bénéfice à 42 500 euros et pour la fraction au-delà à 25%. D'accord? Donc, pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, il faut premièrement que le chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise soit inférieur à 10 millions. Il faut également, en deuxième condition, que le capital soit entièrement libéré et que le capital soit détenu à au moins 75% par des personnes physiques. D'accord? Donc, directement ou alors via des sociétés elles-mêmes considérées comme des PME. Donc, elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques. D'accord? Et donc, en l'espèce, pour savoir si le taux réduit s'applique, on va regarder le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est de 7 millions. Donc, la première condition est remplie. Ensuite, le capital est entièrement libéré.
Donc ça, c'est indiqué dans l'énoncé. Dans le tableau de l'énoncé, je vous indique que le capital est entièrement libéré. Ensuite, troisième condition, la détention doit être faite par 75% par des personnes physiques. Ici, on a Loïc Machin, personne physique, il est déjà à 90%. Donc la condition est remplie. D'accord? Donc le taux réduit peut donc s'appliquer sur la première tranche du bénéfice et le surplus sera taxé à 25%. Donc maintenant, on va mettre ça en application. Donc la première tranche ici, elle est à 15%. Donc le bénéfice à hauteur de 42 500, on va le soumettre à 15%. Ça nous fait donc 6 375. D'accord? Ensuite, le reste du bénéfice, c'est-à-dire la fraction qui va de 480, qui va de 42 500 jusqu'à 482 600, cette fraction-là est soumise au taux normal de l'IS à 25%. D'accord? Ce qui nous donne un IS de 110 025. OK? Donc, on va rajouter les deux, 6 375 plus 110 025. Ça va nous donner un total de 116 400 euros. OK? Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est l'IS courant. D'accord? Et à cet IS courant, il faut rajouter aussi l'IS qu'on a déjà payé au taux réduit de 19%, qui est de 3 800. Donc, on ajoute les deux. 116 400 plus 3 800, ça nous fait 120 200 euros. Donc, l'IS total à payer par cette entreprise est de 120 200 euros. Donc, concrètement, sur un bénéfice de 482 000, d'accord, on a un IS qui correspond à peu près, enfin, qui correspond à 120 200. Donc, il y a un petit indice pour vous aider à regarder un petit peu dans vos calculs, c'est de vous dire si jamais le montant de l'IS ne représente pas à peu près un tiers, c'est qu'il y a peut-être un problème dans le calcul. D'accord? Donc, ça vous donne une ordre de grandeur en réalité. Il faut savoir que globalement, lorsqu'on compte un peu tout, on sera à peu près à un tiers ou à un quart. D'accord? Voilà. Ici, c'est un peu moins d'un quart puisqu'on a seulement une fraction qui est à 25% et l'autre fraction qui est à 15%. Mais sinon, de manière générale, si par exemple vous avez un IS en totalité à 25%, bah, du coup, vous prenez un quart. D'accord? Il y a quelques années, le taux de l'IS était 33,33. Donc là, on était à un tiers. OK? Donc, notre impôt total est à l'IS est de 120 200 euros. En plus de ça, on va regarder maintenant les éventuelles contributions additionnelles. Donc, dans les contributions additionnelles, on a déjà la contribution sociale de 3,3%, d'accord? Et on a également d'autres contributions additionnelles. La taxe de carbone, par exemple. Alors ça, c'est pas une contribution additionnelle, c'est une taxe à part. Ok. D'accord? C'est une taxe spécifique qui est liée à certaines opérations et à la situation de l'entreprise. Mais en fait, elle ne s'applique pas systématiquement. OK? Ça dépend de son activité. Alors que la contribution sociale, si les conditions sont remplies, bah, vous allez la payer, il n'y a pas le choix. Donc cette contribution sociale, c'est une forme de prélèvement social en réalité, mais qui s'applique pour les sociétés IS. Donc cette contribution, elle va viser du coup les sociétés dont l'IS est supérieur à 763 000. Donc déjà, on voit qu'ici, bah, on sait qu'elle ne sera pas soumise à cette contribution. Et il faut également savoir que, de manière générale, les entreprises sont exonérées de cette contribution sociale si elles remplissent les trois conditions suivantes, c'est-à-dire un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 millions, un capital entièrement libéré et un capital détenu de manière continue à 75% par des personnes physiques ou par des sociétés qui répondent aux mêmes conditions. Ça vous rappelle quoi? Ces conditions, ça vous rappelle quoi? Les conditions pour bénéficier du taux réduit. Voilà, les conditions pour bénéficier du taux réduit, à l'exception de la première. D'accord? Ça veut donc dire quoi si on a une société qui remplit les conditions pour être une PME? Elle sera exonérée de cette taxe. Alors, si elle remplit les conditions d'une PME, ça veut dire que son chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions. Oui. Alors qu'ici, pour bénéficier de la contribution sociale, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 7,63 millions.
D'accord? Donc faites bien attention s'il n'y a que cet élément-là qui change. D'accord? Donc, si son chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, elle est considérée comme une PME et donc elle peut bénéficier du taux réduit. D'accord? Mais pour bénéficier en même temps de l'exonération de la contribution sociale, cette fois-ci, il faut que son chiffre d'affaires soit encore plus faible. Il faut qu'il soit de 7,63 millions. D'accord? Donc, en règle générale, si jamais son IS est inférieur à 763 000, bah, du coup, elle sera exonérée aussi. Là, c'est, là, c'est en pratique comment ça se passe. OK? Donc, alors, je vais plutôt enlever cette phrase-là parce que ça risque de vous mettre en confusion et de vous faire, parce que c'est un peu plus complexe. Donc, pour calculer cette contribution sociale, en réalité, vous allez prendre l'impôt de référence. Je vous le mets en rouge parce que je vais vous l'expliquer plus tard. Et vous allez appliquer sur cet impôt de référence un abattement de 763 000. C'est pour ça que j'ai dit que si jamais votre imposition, et l'imposition de la société était inférieure à 763 000, bah, du coup, elle ne peut pas payer euh, la contribution sociale parce qu'on va faire 763 000 moins 763 000. On aura donc 0. 0 fois 3,3%, c'est égal à 0. Donc, ça veut dire que si son impôt de référence est inférieur à 763 000, elle sera exonérée. D'accord? Donc ici, on a un chiffre d'affaires de 7 millions, donc qui est inférieur au seuil de 7,63 millions. On a un IS qui est calculé et qu'on a calculé plus haut, qui est de 120 200. Cet IS, du coup, est inférieur à 763 000. En réalité, l'IS brut va être calculé, mais ce qu'il faut regarder avant tout, c'est l'impôt de référence. Et cet impôt de référence prend en compte en fait l'imposition globale. D'accord? Donc on va prendre l'impôt de ces 763 000, pardon, l'impôt qui a été payé, qui est de 120 200, c'est l'impôt de référence. C'est-à-dire que c'est l'impôt qui prend en compte à la fois l'impôt ordinaire, mais aussi les impôts au taux réduit. Donc lorsqu'on parle d'impôt de référence, on parle de l'impôt global. Impôt au taux ordinaire plus impôt au taux réduit. C'est la totalité de ça qui doit être inférieur à 763 000. OK? Donc, et ça, je vous schématise dans ce petit tableau. Donc, au regard des éléments qu'on a, l'IS est bien entendu inférieur à 763 000, donc la société n'est pas redevable de la contribution sociale de 3,3%. Donc, pour vous l'expliquer simplement, on va dans un premier temps avoir l'impôt au taux réduit de 15% ici, d'accord? On a également l'impôt au taux droit commun de 25%. Le bénéfice fiscal est calculé du coup sur les 25%. Et si la société bénéficie du taux réduit, bah, le bénéfice fiscal est calculé sur les 15% dans la limite de 42 500 et le reste sur le taux normal. On a également d'autres impôts au taux réduit. D'accord? Là, du coup, les plus-values nettes à long terme peuvent être au taux de 15% à l'IS ou au taux spécifique de 19% pour les plus-values de sociétés à prépondérance immobilière cotée. D'accord? Et on a éventuellement des taux de plus-value, des taux d'imposition de 10% pour les brevets. D'accord? Donc, c'est la somme de toutes ces situations-là. D'accord? C'est l'impôt obtenu sur tous ces calculs-là qui nous donne ce qu'on appelle l'impôt de référence. Et c'est cet impôt de référence qui sert de base au calcul de la contribution sociale. Donc, faites bien attention à ça. Parce que très souvent, les étudiants prennent uniquement l'impôt calculé sur le bénéfice classique à 25 et à 15%, en oubliant le reste. D'accord? Il faut prendre en compte l'ensemble des impositions, l'ensemble des impôts obtenus pour toutes les situations, au taux normal ou au taux réduit. On obtient ensuite un impôt de référence qui fait la somme de tout ça. Et à ce montant-là, d'accord, on déduit 763 000 euros et on soumet le montant obtenu au taux de 3,3%. D'accord? Pour obtenir, du coup, in fine, l'imposition à payer au titre de la contribution sociale. C'est clair pour tout le monde? Oui, Ensuite, oui. et enfin pour terminer, il y a éventuellement les contributions additionnelles et les contributions exceptionnelles qui peuvent s'appliquer, mais elles s'appliquent pour
les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui excède 1 milliard, ce qui n'est pas notre cas ici, puisque le chiffre d'affaires est de 7 millions. Donc, la société n'entre pas dans le champ de ces contributions. Donc, aucune contribution exceptionnelle, ni additionnelle, n'est due. Donc, nous en avons terminé avec ce live. J'espère que je vous ai pas trop épuisé. Là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus calme qu'au début. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour ma part, ça va. Si ce n'est Super. sur le dernier tableau, c'est quelque chose qui tombe à l'examen? Celui-là, Oui, par rapport à la contribution sociale, oui. oui, ça peut tomber. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je demande aux étudiants de déterminer l'IS, je demande toujours de déterminer l'IS plus les contributions additionnelles. Avec tous les taux à connaître, du coup? Bah oui, là, ces taux-là, il faut les connaître. Les 15%, les 25%, ça, c'est l'IS normal. Le taux 15%, réduit. c'est plus-value à long terme. 19%, c'est les SPIC. 10%, c'est les brevets. Et 3,3%, c'est la contribution sociale. Alors, est-ce que il faut les connaître? Moi, pour moi, il faut les connaître parce que c'est quand même des taux de base, quoi. C'est quand même des taux. Maintenant, il est possible qu'on vous donne les taux en annexe, mais comme vous ne savez pas quel est le pourcentage de gentillesse d'une certaine manière des rédacteurs, moi je vous conseille quand même à minima d'apprendre ces différents taux. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre toutes les situations, mais savoir que le taux de 15% s'applique à 42 500, il faut le savoir. D'accord? Donc moi, je vous conseille vraiment de faire une petite, comme dit Coralie, de faire une petite fiche. Et en fait, voilà, vous prenez ce tableau-là, vous l'apprenez par cœur. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de taux, hein, en réalité. D'accord? Le brevet, ça, je pense que je doute qu'on vous le donne. Mais 25%, 15%, 15% ici pour les longs termes et 19% pour les SPIC, 3%, 3,3% pour la CS. Ouais, ça, il faut les connaître. Pour moi, il faut les connaître. En fait, plus vous les apprenez et plus vous les maîtrisez, et moins ça vous embrouille par rapport à d'autres taux. Parce qu'il y aura tellement de taux à apprendre, tellement de taux spécifiques, de barèmes spécifiques, à un moment donné, il y en a qui sont très importants qu'il faut ancrer dans votre tête. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est apprenez-les. Puis ça vous fera gagner du temps de les apprendre. D'accord? Et si jamais le jour J, vous avez un doute, l'annexe vous aidera à confirmer ce que vous avez déjà appris. Là, vous aurez moins de stress. D'accord? Oui, merci, monsieur.